Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Tout le monde n'ira pas à l'université. Tout le monde n'ira pas à la fonction publique. Il n'y a pas autant de place. Tous ces jeunes qui se battent ou qui prennent la mer, qui veulent aller dans les pays développés, il faut qu'ils sachent que dans ces pays développés, les métiers de la formation professionnelle sont justement les plus, j'ai envie de dire, en vogue. Exactement. Les plus recherchés et souvent les mieux payés. Exactement. Et c'est pour ça que le volet professionnalisation des métiers que l'AGEFOP a comme mission, nous voulons vraiment accentuer ce volet-là parce que pour beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, parce que souvent, quand un enfant vient dire « moi, je veux être mécanicien ou je veux être cuisinier », on n'a pas très envie parce qu'on se dit « oui, mais souvent, ils ne sont pas très bien payés ». Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. S'ils ont les bonnes compétences, ils sauront valoriser justement leur expertise et puis ils seront bien payés. Donc moi, j'aime bien dire que les compétences, c'est le passeport vers l'avenir. Je prends le cas du PND 2026-2030. Le pays a amené à se construire, à se développer sur différents piliers qui ont été présentés. Et parmi ces piliers, il y a la construction de TGV. On a la réhabilitation et l'agrandissement de l'aéroport. Ce pays-là à bâtir, en fait, avec beaucoup de projets de construction. Donc, on aura besoin de beaucoup de compétences professionnelles et techniques dans les métiers du BTP, de la construction. Il y a de la matière. L'AGEFOP peut vous accompagner. En 2010-2011, quand il y a eu cette crise vraiment très dure en Côte d'Ivoire, vraiment, je me suis dit non, là je veux vraiment travailler directement pour mon pays. Et je voulais pas travailler avec n'importe qui. Je voulais travailler avec M. Patrick Hachi, que je trouvais brillant. Moi, je vous ai dit, j'aime le travail et l'excellence. D'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui le connaissait, donc j'ai pensé, comme tous les jeunes de maintenant, là, qu'il suffisait d'un coup de fil. Oui, tel l'a appelé, donc on m'a appelé, entretien avec... donc j'arrive, et j'ai pensé que c'était une formalité. Mais le monsieur m'a malmené. Ah ouais. Ah non, mais pendant... T'as posé des questions. Mais il m'a posé toutes les questions de la terre sur mon CV. Et moi, j'étais quelqu'un de très confiant. Je veux dire, j'ai fait de bonnes études. Voilà, tu viens d'Harvard. J'avais une bonne expérience. Et je prends telle expérience. Il me dit telle expérience. Je dis, voilà, boum, il casse. Je prends ici, il casse. Je prends ici, il casse. À la fin, il me dit, bon, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous savez faire finalement? Ah ouais. Monsieur le ministre, finalement, je crois que je sais rien faire. Ah ouais. Je pense qu'il voulait me... Ça déstabilise. Ah, il m'a déstabilisé. Moi, j'ai pensé qu'il travaillerait jamais avec moi. Aujourd'hui, j'accueille une femme dont le parcours force le respect. Karitia Koulibaly de Medeiros, directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGEFOP, depuis septembre 2023. Diplômée de l'Université de Harvard en administration et finances d'entreprise et de Paris-Dauphine en économie monétaire et bancaire, Karitia a bâti son expertise au carrefour des finances mondiales et des enjeux de développement. Dès 1999, elle marquait déjà l'histoire en devenant la première cadre locale recrutée par l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire. Du secteur privé chez Alstom aux grandes organisations internationales, où elle a porté la voix de 25 pays africains producteurs de café à Londres, jusqu'aux plus hautes fonctions de l'administration ivoirienne, elle incarne une rigueur et une vision rare. Conseillère technique au ministère des Infrastructures économiques, puis directrice de cabinet au ministère de la Jeunesse, elle place aujourd'hui l'employabilité et la formation au cœur de la croissance nationale. Femme d'engagement, elle préside aussi la fondation Equity et œuvre pour l'autonomisation des femmes et des plus vulnérables. Aujourd'hui, elle nous partage son histoire, sa vision et ses convictions. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Karitia. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour moi de te recevoir. Là, tu illumines mon studio comme ça, je suis très contente. Et tu amènes une certaine énergie parce qu'au regard de ton parcours qu'on va développer, qu'on va faire découvrir à mes abonnés, à mes très chers abonnés, on va aussi parler de toutes les transformations que tu as opérées donc, au sein de l'AGEFOP. On entend souvent parler de l'AGEFOP. Quand j'étais salarié, j'entendais parler de l'AGEFOP. Quand j'ai été chef d'entreprise également, j'ai entendu parler de l'AGEFOP. Beaucoup d'entre nous également, en tout cas ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ont entendu parler de l'AGEFOP. Mais concrètement, que fait l'AGEFOP dans le quotidien des collaborateurs, des travailleurs en Côte d'Ivoire? Alors, l'AGEFOP ne fait pas, on va dire, quelque chose dans le quotidien des travailleurs en tant que tel. L'AGEFOP, c'est le cabinet d'ingénierie de l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qui est formation
professionnelle. Cabinet d'ingénierie. D'ingénierie. Ça, c'est très important. C'est très important. En fait, je pense que pour ceux qui connaissent le BNET, sans lui faire de pub, j'aime bien dire que l'AGEFOP, c'est le BNET de la formation professionnelle. Et qu'on précise, le BNET, qui est le Bureau national des études techniques et de développement. Voilà. Et en fait, c'est quoi cette ingénierie de la formation que l'AGEFOP développe? C'est de réaliser des études d'identification des besoins en compétences sur le marché du travail. Donc, savoir quels sont les métiers pour lesquels les entreprises ont du mal à trouver, justement, à recruter, quels sont les métiers pour lesquels ils se projettent demain et pour lesquels il va falloir justement former les jeunes et les moins jeunes. Et donc, ça, c'est l'activité première de l'AGEFOP. Okay. Cartographie des besoins en compétences. À partir des besoins identifiés sur le marché du travail, écrire des programmes de formation, des curricula, mais pas toute seule. Donc, on se retrouve, on a des ateliers ensemble, on regarde, on fait l'analyse de la situation de travail, on décortique ensemble justement quelles sont les compétences à acquérir pour bien exercer ce métier et on écrit en fait ces programmes ensemble de sorte à ce que quand on forme des personnes à l'exercice de ces métiers-là, quand ils sortent, ils sont tout de suite opérationnels. Une autre activité qui est très importante aussi que l'AGEFOP réalise, c'est tout ce qui est professionnalisation des secteurs et des métiers. Vous savez qu'on est dans une économie qui est en majorité informelle. Exactement. Donc souvent, des jeunes ou des moins jeunes ont du talent ou se disent on va exercer tel métier sans forcément passer par des écoles. Donc ils apprennent comme ça sur le tas et ils n'ont pas forcément les compétences qu'il faut. Ils peuvent exercer avec, on va dire, quelques défauts. Et justement, l'AGEFOP a pour vocation de professionnaliser ces métiers-là. Par exemple, on prend une filière, on fait tout le répertoire des métiers qui existent dans cette filière. Là, on va bientôt le faire pour la filière bétail et lait, justement, pour professionnaliser ces métiers de boucher, d'éleveur. En tout cas, il y a toute une panoplie de métiers. Donc, identifier tous les métiers qui existent dans ces secteurs-là et identifier également les compétences qu'il faut avoir pour chacun de ces métiers et coécrire les programmes de formation avec justement les professionnels de ces métiers pour acquérir ces blocs de compétences. Donc, vous voyez, c'est tout un package. Et pour réaliser, en fait, ces activités-là, l'AGEFOP doit bénéficier, on va dire, de ressources qui sont d'ailleurs payées par les entreprises. Exactement. Donc, la taxe d'apprentissage que les entreprises ont payée et qui devrait servir à réaliser toutes ces études, à mettre à la disposition et du secteur privé et du secteur public, c'est vrai. Ça permettrait justement à l'enseignement technique de savoir quelles sont les filières à développer, quels sont les programmes à améliorer, à transformer pour s'adapter aux besoins du marché et pourquoi pas même annuler, supprimer certaines filières. Et puis aussi pour les métiers de demain. Aujourd'hui, je pense que je t'apprends rien avec tout ce qui est IA, compétences numériques, voir comment introduire justement toutes ces nouvelles compétences dans les formations. Et puis au-delà de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, ces résultats-là peuvent servir également à l'enseignement supérieur, donc les universités qui d'ailleurs de plus en plus essaient de faire des formations, on va dire, professionnelles, donc pas seulement théoriques, donc adaptées aux besoins du marché. Donc voici en gros ce que l'AGEFOP fait, donc dans un écosystème de la formation et de l'insertion. Et donc on est, j'ai envie de dire, au tout début de la chaîne, puisque je pense que sans cette cartographie des besoins en compétences, on forme un petit peu à l'aveugle. Donc, c'est vraiment une activité ou on va dire une mission qui est vraiment très, très, très pertinente et très importante si on veut arriver à cette fameuse adéquation formation-emploi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de travail de recherche, de collaboration également avec les acteurs de ces différents secteurs qui travaillent déjà, qui exercent déjà, que ce soit des chefs d'entreprise, des techniciens et autres. Cartographie des besoins en compétences, mais qui va utiliser cette cartographie normalement? Et pourquoi peut-être cette cartographie peut-être n'est pas encore vraiment réellement utilisée? Alors, est-ce qu'elle n'est pas vraiment utilisée? En fait, certainement qu'il y a des privés qui réalisent ces études-là. Mais ce que je dis, c'est que c'est le rôle premier de l'AGEFOP de le faire, en collaboration, bien sûr, avec le secteur privé, avec les entreprises. Alors, à qui sert
cette cartographie. J'ai envie de dire que les résultats de ces études servent à tout le monde. En premier lieu, à l'État, Bien pour sûr. planifier justement la construction de ces écoles, que ce soit dans l'enseignement technique, que ce soit même, je l'ai dit, dans l'enseignement supérieur, puisque en fonction des métiers pour lesquels il y a une demande et pour lesquels il n'y a pas d'offre de formation disponible, l'État doit pouvoir mettre à la disposition donc de tout le monde ces établissements-là. Donc ça sert en premier à l'État. Ça sert aussi, j'ai envie de dire, aux entreprises elles-mêmes. Exactement. Puisque l'objectif, c'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Et j'ai envie de dire quelque chose aussi en amont, puisque sur le terrain, quand on réalise ces études d'identification des besoins en compétences, on se rend compte que toutes les entreprises ne sont pas outillées pour planifier, pour savoir justement mais quels sont leurs besoins en compétences. Donc, à travers l'exercice de ces études-là, de cette cartographie des besoins en compétences, je pense que ça va bonifier tout l'écosystème. On ne formera plus pour former, on ne formera plus des chômeurs parce qu'il y a certaines filières qui sont obsolètes aujourd'hui. Malheureusement. Et justement, ça permettra aux entreprises donc d'avoir la main-d'œuvre qualifiée et de réaliser, on va dire, de meilleurs profits. Donc ça sert à tout le monde, aux entreprises. Ça sert, j'ai envie de dire, même quand on parle de l'écosystème de la formation. Aujourd'hui, si je suis un privé et que j'ai envie d'ouvrir un cabinet de formation, je sais dans quel domaine je devrais ouvrir en fonction justement de la localité où je vais ouvrir. Je sais que, par exemple, si je suis, disons, dans la région du Sud Comoé, avec tout ce qui est découverte de richesses minières, pétrole et tout ça, il vaut mieux être en train de former des jeunes dans ces différents secteurs-là plutôt que de faire, et par exemple, tout ce qui est hôtellerie, restauration, puisque c'est une région, on va dire, qui abrite quand même pas mal de restaurants et d'hôtels. Il vaut mieux le faire plutôt que d'être en train d'ouvrir, je ne sais pas moi, une école pour transformer l'anacarde. Vous voyez, je donne vraiment cet exemple un peu aberrant pour dire en fait que ça sert à tout l'écosystème, et je l'ai dit, même à l'enseignement supérieur. Surtout. Voilà. Je ne sais pas si je dirais surtout, mais ça sert également à l'enseignement supérieur. Vous savez que les choses sont un petit peu compartimentées, c'est ça? Les gens vont se dire, bon, si l'AGEFOP, qui est de la formation professionnelle, fait des études, c'est que pour la formation professionnelle. Non. Nous, on va aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur en proposant des formations qualifiantes dans la formation professionnelle, mais ça va au-delà. Ça peut profiter et ça servira à l'enseignement technique, ça servira à l'enseignement supérieur et même à l'éducation, parce que on va se rendre compte aussi que même au niveau de la base de l'éducation, il y a des compétences qu'il vaudrait mieux commencer à acquérir depuis la petite, voilà, depuis qu'on est enfant. Donc j'ai envie de dire que l'AGEFOP, ces cartographies-là se situent un petit peu au carrefour de tout. Et même pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, insertion professionnelle, j'ai envie de parler d'une structure sœur qui s'occupe de l'insertion des jeunes. Justement, le fait d'avoir cette cartographie des besoins en compétences, quand elle a dans sa base de données des millions de jeunes qui viennent demander du travail, et elle peut regarder et puis voir qu'ils n'ont peut-être pas les compétences qui sont demandées sur le marché du travail à partir des études que nous avons réalisées, et donc voir que c'est plutôt dans tel domaine qu'il faudrait orienter les formations, on va dire, de reconversion qu'elle propose et qu'elle finance. On parle de l'agence emploi jeune. Exactement, qui est une structure sœur. Et je disais, en fait, je vois un peu l'écosystème avec un triptyque où j'aime bien nous appeler les triplés, où l'AGEFOP fait justement l'ingénierie de la formation à travers ses études d'identification des besoins en compétences, l'écriture de programmes, des référentiels, et garantit aussi la qualité à travers le fait que les programmes sont écrits en collaboration avec les professionnels de ces métiers. Et on a le fonds de développement de la formation professionnelle FDFP que tout le monde connaît, qui finance justement le développement de la formation professionnelle. Et tout au bout de la chaîne, justement, l'agence emploi jeune qui fait de l'ingénierie donc d'insertion.
Donc, vous voyez qu'en travaillant, en faisant cette synergie d'action avec, je dirais, les triplés que nous sommes, nous devrions pouvoir travailler à garantir cette adéquation formation-emploi. Et mieux guider aussi donc tous ces jeunes qui finissent leurs études, qui rentrent sur le marché du travail et qui se posent des questions sur comment je vais pouvoir m'insérer, dans quel métier je vais pouvoir trouver rapidement des débouchés. Et pour ça, ça passe par cette collaboration dans ce triptyque-là dont tu viens de parler, en fait. Alors, on a développé aussi un outil que nous sommes en train de tester et dont nous ferons bientôt le lancement. Okay. C'est une plateforme digitale d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un programme que nous avons mené avec la Banque mondiale depuis 2012, qui est le PGDEC, mais le volet formation par apprentissage. Okay. Alors, la formation par apprentissage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 25% de cours théoriques et 75% auprès des entreprises ou des maîtres artisans. Et ça, c'est vraiment un programme qui marche puisque 65% de ceux qui sont passés par ces programmes-là ont pu s'insérer et beaucoup par l'auto-emploi. Alors justement, dans le cadre de ce programme PGDEC de formation par apprentissage, quand on lançait les programmes, on s'est rendu compte que quand les jeunes venaient pour être sélectionnés, ils avaient juste entendu parler d'un métier, mais ils ne savaient pas quel était tout le champ des possibles. Exactement. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle des inspecteurs d'orientation qui sont un petit peu comme des psychologues ou des conseillers d'orientation qui, justement, en les interviewant, se rendaient compte que quelqu'un pouvait venir pour être peut-être faire de l'électronique, alors qu'en fait, il était plus doué pour la pâtisserie. Je donne vraiment des exemples complètement opposés. Et donc, on a développé justement une plateforme pour orienter, pour informer les jeunes. Okay. Aujourd'hui, nous sommes partis du répertoire opérationnel des métiers et des emplois de France, le ROM 4.0, qui donne le répertoire de tous les métiers dans à peu près 70 secteurs d'activité. Donc, on a à peu près 1 millier de métiers pour lesquels, justement, quand cette plateforme-là sera lancée officiellement, les jeunes pourront, à partir de leur téléphone, savoir, écoutez, je suis intéressé par tel métier ou par tel secteur. Voici tous les métiers du possible dans ce secteur-là et voici les compétences qu'il faudrait avoir pour pouvoir exercer ces métiers-là. Il y a également un test pour savoir son profil, qui est... D'ailleurs, on a utilisé une intelligence artificielle pour sortir ce profil-là. Je vais te poser la question, voilà. Voilà, pour pouvoir justement les orienter, pour dire, écoutez, vous correspondez plus à tel métier ou à tel autre. Et à terme, ce qu'on souhaiterait faire, c'est connecter justement tous les établissements qui peuvent justement dispenser ce genre de formation-là, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui puissent justement offrir des formations en ligne, parce qu'on a énormément de personnes qui ont besoin de se faire former, donc les places physiques ne suffisent Bien pas. sûr. Donc, il faut vraiment se mettre à l'ère du temps, donc proposer des formations en ligne. Donc ça, c'est encore au stade embryonnaire. On a hâte que cette plateforme Digifob soit mise en place pour les élèves, les étudiants. Exactement. Et des personnes même qui sont déjà sorties du système scolaire universitaire, mais qui veulent savoir réellement dans quel secteur ils peuvent travailler. C'est énorme d'avoir une plateforme pareille. En tout cas, je pense que ce sera une plateforme qui va aider beaucoup, beaucoup de gens à s'orienter, à s'informer. Parce que dans certains métiers, je prends par exemple le cas de l'audiovisuel, la télévision. Oui. Beaucoup de jeunes se plaignent. J'ai fait l'ISTC. Pourquoi je ne suis pas journaliste? Je ne suis pas présentateur du JT. Pourquoi je ne suis pas animateur? Bon, déjà, les places ne sont pas nombreuses. Mais il faut savoir que c'est un secteur où ce n'est pas uniquement ces métiers-là qui existent. Il y a surtout des métiers en back-office qui existent, donc où il y a énormément de besoins en termes de profils qualifiés, où vous pouvez vous orienter. Mais comme ils n'ont pas une certaine visibilité et connaissance de toute la panoplie de métiers dans les secteurs de l'audiovisuel, on se dit non, c'est uniquement soit acteur, soit présentateur ou autre, alors qu'il y en a qui sont dans d'autres secteurs dedans, mais qui s'épanouissent réellement parce qu'ils ont trouvé leur voie. Et c'est bien savoir que l'AGFOP a cette panoplie de métiers dans différents secteurs d'activité. Dans différents secteurs dans lesquels il peut s'orienter. Et qu'on va améliorer au fur et à mesure. Par exemple, on fait des rencontres sectorielles. Par exemple, pour les métiers de l'artisanat, on avait identifié un certain nombre.
Ils nous ont dit, ah, mais vous n'avez pas pensé à tel autre métier, tel autre. Et on va le faire vraiment avec les branches professionnelles par secteur parce que on ne connaît pas tout. Et c'est quelque chose qu'on souhaite co-construire, en fait, avec tout le monde. Et il y a de nouveaux métiers, justement, qu'on connaît pas forcément. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un outil qui va vraiment servir, vraiment, qui va servir les jeunes et les moins jeunes parce que après, on peut se reconvertir à tout âge. Et ce qu'on privilégie, justement, c'est des formations qui sont pas trop longues, qui soient vraiment axées sur les compétences techniques qu'il faut avoir là, tout de suite, pour pouvoir exercer le métier et par bloc de compétences pour que, au fur et à mesure, puisque la formation, c'est tout au long de la vie, qu'on puisse à chaque fois venir améliorer, rajouter un certificat, rajouter tel bloc de compétences. Et puis, voilà, parce que ça aussi, il faut qu'on se le dise. Tout le monde n'ira pas à l'université. Tout le monde n'ira pas à la fonction publique. Il n'y a pas autant de place. Et je pense que pour tous ces jeunes qui se battent ou qui prennent la mer, qui veulent aller dans les pays développés, il faut qu'ils sachent que dans ces pays développés, les métiers de la formation professionnelle sont justement les plus, j'ai envie de dire, en vogue. Exactement. Les plus recherchés et souvent les mieux payés. Exactement. Et c'est pour ça que le volet professionnalisation des métiers que l'AGEFOP a comme mission, nous voulons vraiment, comment on va dire ça, accentuer ce volet-là parce que pour beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, parce que souvent, quand un enfant vient dire, moi, je veux être mécanicien ou je veux être cuisinier, on n'a pas très envie parce qu'on se dit, oui, mais souvent, ils sont pas très bien payés. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. S'ils ont les bonnes compétences, ils sauront valoriser justement leur expertise et puis, ils seront bien payés. Donc, moi, j'aime bien dire que les compétences, c'est le passeport vers l'avenir. C'est le passeport vers la réussite professionnelle. Et il faut qu'on mène justement ce combat-là ensemble pour changer cette perception, que la mauvaise perception en fait qu'on a de la formation professionnelle de ces métiers-là. Et tu as touché un point, changer la perception qu'on a de ces métiers de la formation professionnelle. Malheureusement, ça n'a pas été glamourisé pendant de nombreuses années. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, État-providence, fonctionnaire, le fonctionnariat, on pouvait employer, en tout cas à l'époque, avec la démographie de l'époque, beaucoup de personnes dans le secteur public. Mais c'est des métiers, les métiers de la formation professionnelle qui n'ont pas été valorisés. Quand tu dis, ton fils te dit, je vais être maçon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux faire de la soudure. Mais ce sont des métiers qui sont recherchés, qui payent bien, où tu ne chômes pas, parce que on a toujours besoin de construire, on a toujours besoin d'un plombier. Exactement. En Europe, ça coûte bonbon, ça coûte cher de recruter un plombier, un électricien. Déjà, il faut avoir un rendez-vous, il faut trouver un rendez-vous. Et déjà, il faut pouvoir le payer à l'heure. C'est ça. C'est des métiers, par exemple, dans le luxe. Les métiers d'artisan dans le luxe en Europe, c'est des métiers hyper valorisés. Exactement. C'est des cycles courts de formation. Et c'est l'apprentissage, c'est les compétences directes. C'est exactement. Et moi, je dis aux jeunes, en fait, il faut qu'ils sachent qu'on est dans une configuration particulière du monde. Aujourd'hui, vous avez tous ces pays développés-là qui ont justement une espérance de vie très, très élevée. Donc, ils vivent très vieux, ils n'ont plus beaucoup d'enfants. Donc, ils ont beaucoup plus de vieux que de jeunes. Et nous, ici, on dit qu'on a plus de 75% de la population qui est jeune. C'est un atout, c'est une richesse, mais il ne faut pas qu'on rate le coche. Parce que si on a une jeunesse qui n'est pas formée comme il faut, ça devient une bombe à retardement. Alors que si nos jeunes comprennent qu'ils peuvent apprendre un métier, être bien formés, avoir les bonnes compétences, les valoriser, être bien payés, réussir ici, ou même à ce moment-là, que ce soit les gens justement de ces pays développés qui viennent les chercher ici. Même si ça, on ne veut pas trop. On ne veut pas trop. C'est le pays. oui, mais bon, vous savez qu'il y en a qui oui, moi, je sais que la Suisse m'a déjà contacté pour des programmes à faire pour certains métiers, parce que dans certains cantons, ils n'ont pas suffisamment de jeunes. Pareil pour le Canada. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est pas plus mal. Ce qu'il faut négocier, c'est que ces personnes-là partent et qu'elles reviennent. C'est ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait. Comme ça s'est passé dans certains pays d'Asie. Exactement. Et ça, je veux dire, l'AGEFOP va donner les compétences, va garantir la qualité des formations. Et ce serait bien d'ailleurs qu'on ait de la co-diplomation avec ces différents pays-là. Mais ce sera, j'ai envie de dire, à un niveau au-dessus de l'AGEFOP, de voir comment
mettre des incentives, comme on dit, mettre la motivation pour que justement les jeunes qui vont bénéficier de ces programmes-là sachent qu'à un moment donné, il faut revenir pour rendre cela au pays d'origine. Et il y a un autre point également que tu touches en parlant donc de compétences, de cycle court, de formation technique et professionnelle et surtout d'employabilité rapide. Je prends le cas du PND 2026-2030. Le pays a amené à se construire, à se développer sur différents piliers qui ont été présentés. Et parmi ces piliers, il y a la construction de TGV, donc la ligne Abidjan, Yamoussoukro, Korogo jusqu'à Korogo. Oui. On a la réhabilitation et l'agrandissement de l'aéroport, la construction d'autres aéroports, ce genre de choses. On a ce pays-là à bâtir, en fait, avec beaucoup de projets de construction. Donc, on aura besoin de beaucoup de compétences professionnelles et techniques dans les métiers du BTP, de la construction, tout ce qui touche à l'élevage, parce que ça aussi, c'est un pilier aussi du PND. Donc, il y a de la matière. Les projets ne s'arrêtent pas. Il y a tellement de projets sur lesquels vous pouvez travailler parce que vous avez une compétence directe qui est tout de suite apprise grâce à la formation technique et professionnelle. Exactement. Et l'AGFOP peut vous accompagner. Et nous, on est vraiment en train de se battre pour que... c'est vrai qu'on fait partie du pilier... je ne sais plus si c'est le numéro 3, en tout cas, qui concerne le développement du capital humain. Exactement. Donc, c'est très bien. Mais ce sur quoi nous sommes en train de nous battre, et je pense que monsieur le ministre en charge de la formation professionnelle va porter justement ce combat-là, c'est qu'on arrive à instituer un marqueur un peu comme celui du genre. Vous voyez, aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, on se dit, si on a un projet dans le BTP, si on a un projet dans l'énergie, on pense aux personnes vulnérables, surtout à la jeune fille. On se dit, mais il y a combien de jeunes filles qui sont bénéficiaires de ces projets? Combien de femmes? Aujourd'hui, en fait, je vous ai parlé des problèmes de ressources financières. En fait, il faudrait que même dans les autres piliers du PND, dans les autres secteurs, justement, quand on a un projet de construction du TGV, quand on a un projet de tout ce qui est énergie solaire, les hôpitaux, tout ça, qu'on réserve justement une part dans les composantes du projet pour qu'en amont, justement, de la construction de ces différents projets, que ce soit des projets financés par l'État, que ce soit des investisseurs privés qui vont venir s'installer ici, que ce soit des partenaires techniques et financiers, Banque mondiale et autres qui financent ces projets, qu'on réserve une partie pour faire la cartographie des besoins en compétences pour réaliser ces projets-là en amont. Comme je vous ai dit, c'est la première des missions de l'AGFOP. Et comme ça, on sait identifier les besoins en compétences pour mettre en œuvre le projet et faire la maintenance après, et construire des programmes de formation de courte durée pour former nos jeunes dans les différentes localités où ces projets-là seront implantés. Parce que c'est triste de le dire, mais pour beaucoup de projets structurants qui ont eu à être mis en œuvre ces dernières années, il y a eu beaucoup, j'ai envie de dire, de manque à gagner pour les Ivoiriens parce qu'ils n'avaient pas la compétence tout de suite. Donc, on a été obligé d'importer des compétences externes. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, le pays, comme vous l'avez dit, a d'énormes chantiers, donc rien n'est perdu. Je pense qu'on peut rectifier le tir et nous, justement, on se bat pour que justement l'AGFOP soit mise à contribution dès le départ, dès la conception même des projets, que ce soit dans tous les secteurs d'activité. Qu'on ne nous dise pas « Ah, il n'y a pas de ressources pour la formation professionnelle, donc on ne peut pas faire ce projet ». On peut trouver les ressources également dans les différents autres secteurs d'activité. Donc l'AGFOP doit être au cœur aussi donc du PND en termes de cartographie des ressources pour les entreprises. En tout cas, on se bat pour. On se bat pour, même si ça n'a pas été forcément inscrit comme tel. Nous avons justement, nous faisons du lobbying, nous approchons les différents ministères qui ont des projets de formation dans leur secteur d'activité, qui prévoient de former souvent des jeunes sur un certain nombre d'années. Et justement, quand on vient leur dire, écoutez, nous, on peut vous accompagner non seulement sur la qualité des formations qui seront dispensées, veiller à ce que les cabinets qui vont être recrutés utilisent la bonne méthodologie, les bons référentiels et que ce soit adapté aux besoins du marché. Mais en amont, il faut qu'on regarde si, par exemple, on a un projet dans le digital qu'on veut faire dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire.
je pense que les besoins dans le poro ne sont pas ceux Bien sûr. je sais pas, je vais dire du cavalier, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, se faire connaître davantage les missions de l'AGFOP, comme je dis, qui sont vraiment la base de tout. J'ai envie de dire, sans cette cartographie, c'est un peu comme si on naviguait à vue. Oui. C'est vrai qu'il y a des urgences, donc il faut aussi faire des choses en attendant de pouvoir avoir cette photographie-là dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions. Là, on s'est mis en chemin, on est en train de mobiliser les ressources, il y a des partenaires techniques et financiers qui sont en train de nous accompagner. On espère que d'ici 1 an ou 1 an et demi, on pourra avoir justement, en tout cas, une bonne base, une bonne photographie, et puis ensuite voir comment actualiser au fur et à mesure ces besoins en compétences-là. Mais pour moi, c'est vraiment la priorité des priorités. En tout cas, c'est la mission prioritaire que nous sommes fixés au niveau de l'AGFOP. D'autant plus, comme on l'a dit, qu'elle est importante pour tout l'écosystème, mais que cette mission n'est pas connue, en fait. Parce qu'une fois qu'on parle aux entreprises, mais elles se disent, mais on en a besoin. On en a besoin, on ne sait pas. Voilà. Surtout que les entreprises payent déjà. Exactement. Et surtout, le fait de savoir que les ministères aussi en ont besoin. Exact. Je veux dire, bon, OK, les ministères, certains ministères travaillent avec des cabinets de consultance qui font des études, mais la source première, celle qui doit, comme tu l'as dit, valider aussi tous ces travaux qui sont implémentés dans ces ministères, c'est l'AGFOP. Donc, veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art, justement. Et aujourd'hui, depuis que tu as pris donc la direction de l'AGFOP, tu es venu, tu as découvert un état des lieux. Oui. À la suite de cet état des lieux, quelles sont les actions que tu as menées jusqu'à ce jour et pour lesquelles il y a eu certaines avancées au sein donc de cette institution que tu diriges? Alors, je pense que je dois être la 5e directrice de l'AGFOP. Donc, c'est vrai, je dis que les missions de l'AGFOP n'étaient pas très connues, mais il y avait quand même des acquis. Bien sûr. Voilà, il y avait quand même des acquis. J'ai parlé du PGDEC, le volet formation par apprentissage. Moi, je suis arrivée en 2023. C'était la 3e phase. Donc, il y a eu 2 autres phases dont j'ai donné les résultats. Oui. Donc, j'ai dit que ça marchait bien. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites jusque-là et qui ont été bien faites. Aujourd'hui, en fait, c'est quand je prends l'AGFOP, pour moi, la priorité, c'est comment faire connaître les missions de l'AGFOP, parce que quand j'ai été nommée, les gens m'appelaient pour me féliciter, mais la question derrière tout de suite était « Mais c'est quoi l'AGFOP ?» Ou il y en a qui me félicitaient « Ah, mais c'est super, donc vous avez beaucoup d'argent. » Les gens pensaient que c'était le fond. De la caisse. Bref, donc, en tout cas, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas très bien l'AGFOP. Et comme je l'ai dit, c'est un peu grave, mais c'est un constat que j'ai fait. J'ai voulu savoir, donc j'ai fait une grande réunion avec l'ensemble du personnel, et je voulais que chacun me dise sa compréhension des missions de l'AGFOP, parce que l'ingénierie de la formation, ça restait quand même abstrait. Et bien, je me suis rendu compte que c'était abstrait pour beaucoup de gens au sein même de l'AGFOP. Ah ouais. Et d'une personne à l'autre, ils prenaient un pan, ils prenaient un autre pan, alors que c'est tout ça mis bout à bout qui constitue l'ingénierie de la formation, comme j'ai dit, des études jusqu'à l'écriture des référentiels, jusqu'à garantir la qualité des formations, qu'elles répondent justement aux besoins du marché. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait faire beaucoup de communication, donc interne à l'AGFOP, interne au ministère, parce qu'il y avait d'autres structures avec qui on aurait dû être en train de mettre nos forces ensemble, mais qui nous voyaient comme des concurrents, qui ne savaient même pas très bien ce qu'on faisait. Oui, le rôle de l'AGFOP. Le rôle de l'AGFOP. Donc, il fallait vraiment communiquer donc, au sein de l'AGFOP, au sein du ministère, au sein de l'écosystème. Donc, je pense que pour beaucoup, vous avez dû voir en tout cas quelques actions de communication. Je ne sais pas si elles ont porté leurs fruits, mais en tout cas, on a essayé d'être présent dans le maximum de cérémonies, dans le maximum d'endroits. On s'est même associé à l'élection Miss Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit, mais enfin, formation professionnelle, Miss Côte d'Ivoire. De toute façon, l'agence Emploi Jeune aussi est associée à Miss Côte d'Ivoire.
Bon, en tout cas, pour moi, c'était très pertinent. Mhm. D'abord, j'avais besoin d'être visible. Mhm. Et c'est un événement qui est très populaire, qui est très suivi. Exactement. Et puis surtout, on avait voulu se rapprocher des différentes populations dans les localités. Donc pendant les présélections, on allait avec le comité et sur place, on faisait donc des meetings avec les jeunes, avec les femmes, avec les organisations professionnelles, les entreprises sur place pour vraiment expliquer ce qu'on faisait. Et je pense que ça a vraiment porté ses fruits. Et puis, puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'au-delà des formations techniques, des compétences techniques, les entreprises trouvaient que parfois elles avaient de bonnes compétences techniques, mais l'attitude des jeunes aujourd'hui, elle est le savoir-être. Le savoir-être. Les soft skills. Les soft skills. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on pouvait apporter aussi à ces candidates-là. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des séances où tout le monde pleurait parce que tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui est structuré, ce qu'on veut dire, je peux vous dire que c'était pas évident pour ces jeunes filles-là. Et c'est vrai, donc, on leur a donné, j'ai envie de dire, ce coaching-là, ça les a aidés pour le concours Miss Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qu'elles gardent pour elles et qu'elles vont pouvoir utiliser même pour leur vie, j'ai envie de dire professionnelle, même leur vie personnelle. Donc, premièrement, visibilité, communication. La deuxième des choses, c'est ce combat-là, ce lobbying pour qu'on puisse avoir les ressources sur la taxe d'apprentissage, pour qu'on puisse réaliser nos missions de base. Donc là, Mais du coup, la taxe d'apprentissage qui est prélevée aux employés, aux entreprises, donc sur le salaire des employés, concrètement, comment elle est utilisée? Elle ne vient pas directement à l'AGEFOP. Elle ne vient pas directement à l'AGEFOP. Et donc, mon combat, c'est comment faire en sorte que la quote-part qui est réservée justement aux activités de l'AGEFOP puisse lui être versée dès le départ pour qu'on puisse réaliser ces études-là. Vous voyez que ces études-là, on ne doit pas attendre. On doit réaliser au fur et à mesure. Et puis, il faut qu'on soit proactif. Il faut qu'on puisse anticiper sur les compétences de demain. C'est surtout l'anticipation qui est la clé. Exactement. Donc, on est vraiment en train de se battre pour donc ressources financières, ressources humaines, parce que quand les agents n'ont pas été justement sur le terrain pendant aussi longtemps, il faut recycler, il faut renforcer les capacités. Donc, on a fait beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que je le sens. Je le sens, je le vois. Et je suis d'autant plus à l'aise de venir dire voilà ce que l'AGEFOP fait, parce que je peux vous dire qu'à un moment donné, les actions de communication marchaient bien, mais quand il fallait réaliser le travail, j'étais un petit peu embêtée quand même. Mais là, aujourd'hui, honnêtement, il y avait un petit décalage. Il y avait un tout petit décalage. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est très contents. Les compétences sont là. Donc, il y a eu de la communication, il y a eu le maillage territorial. On était à 9 représentations sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, on était à 15, pardon. Aujourd'hui, on est à 25. Voilà, on est à 25. On veut vraiment se rapprocher des populations. Ça coûte cher d'avoir des locaux, donc on mutualise avec les locaux de la mairie, de la préfecture. Et ce qui serait bien, comme je dis, ce serait d'avoir un peu comme la maison de l'entreprise qui existe en France, où on a les triplés qui sont ensemble. Donc, on fasse l'ingénierie de la formation, qu'on fasse l'ingénierie du financement avec justement les autres collègues et l'ingénierie de l'insertion. On n'y est pas encore, mais peut-être que bientôt, on va pouvoir mutualiser des bureaux avec des collègues. On verra bien. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment le plus proche des populations possible et pour répondre, comme je l'ai dit, aux besoins des marchés, du marché local, pour former les populations locales et qu'elles constatent que leur Eldorado, en réalité, c'est ici et c'est où elles sont. Et du coup, donc, le rôle de ces représentations territoriales de l'AGEFOP un peu partout sur le territoire, concrètement, comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien. Jusqu'ici, c'était plus le suivi des activités de formation, on va dire par apprentissage. Parce que ça, c'était vraiment, j'ai envie de dire, on a cet avantage comparatif vraiment sur beaucoup d'autres structures.
Mais ce qu'on a voulu faire, c'est justement renforcer les équipes, parce que souvent, on n'avait qu'une seule personne. C'est renforcer les équipes pour garantir cette formation par apprentissage-là, la qualité, mais également proposer ce qu'il faut au début. C'est cette cartographie des besoins en compétences. Donc, accompagner les entreprises à pouvoir identifier leurs besoins en compétences, les capter et pouvoir proposer des programmes de formation pour les populations locales. Donc, c'est vraiment en fait toute la panoplie des missions ou des services de l'AGEFOP qu'on a vocation à offrir dans les différentes localités, même si on ne peut pas le faire partout, mais au moins dans les chefs-lieux de région, ou en tout cas dans certaines régions, dans certaines villes qui pourront couvrir, on va dire, plusieurs régions. Donc, du coup, le rôle donc, de ces représentations territoriales, un peu partout sur le territoire, c'est de former. Donc, au-delà de l'ingénierie, de la formation, c'est aussi de la pratique, c'est de former également. Alors, pas former en tant que tel, parce que même dans le volet PGDEC des formations par apprentissage, on fait faire. On écrit, nous, les référentiels. La méthodologie. On forme les formateurs ou les partenaires qui vont justement diffuser ces cours-là. Mais on ne le fait pas directement parce que c'est des gros effectifs, c'est des dizaines de milliers de personnes à former. Nous, on garantit la qualité justement de la formation. On supervise, on veille à ce que justement les formations soient de bonne qualité et qu'elles répondent aux besoins du marché. Donc, c'est vraiment justement bonifier cet écosystème-là parce que malheureusement, ça existe encore des écoles, boutiques, voilà, chacun fait son certificat. Chacun fait sa formation, il faut réguler tout ça. Il faut garantir que la qualité, justement, est bonne parce que sinon, on va continuer à avoir une mauvaise image des métiers de la formation professionnelle alors que, justement, l'État doit pouvoir faire en sorte que quand on dit qu'on fait tel métier, quand on apprend la coiffure, la couture, souvent, on parle de ces métiers-là, mais ça peut être des métiers plus pointus, même dans le digital. Hein. Donc, qu'on puisse faire en sorte qu'on sorte de telle école ou telle autre. Je prends les garages automobiles où je vois qu'on voit de plus en plus aussi des concessionnaires automobiles qui font des formations, qui créent des garages écoles, ce genre de choses pour professionnaliser le métier de garagiste qui a été quand même un peu galvaudé aussi à un moment donné. Exactement, mais c'est bien parce que il y a quelques certificats maison qui sont très bons, mais c'est comment justement l'État arrive à faire en sorte que ce ne soit pas juste un ou deux garages qui puissent le faire. Comment on veille à ce que justement, tout le monde, quand il veut être garagiste, il puisse avoir des compétences minimales. C'est vrai que l'excellence, j'ai envie de dire qu'il y a des écoles d'excellence, donc peut-être qu'il y en a qui pourront avoir des choses en plus, mais que des compétences basiques pour des métiers, que tout le monde puisse les avoir et qu'on puisse donner justement ces référentiels-là pour tous les métiers. C'est vraiment ça ce pourquoi on se bat. J'espère qu'on va y arriver parce que on parle de chômage, on parle de difficulté de trouver du travail. Non, je ne trouve pas du travail, je ne trouve pas de travail. Bon, peut-être que le choix d'orientation n'était pas le bon, peut-être qu'on a écouté les parents, peut-être qu'on a écouté les amis, on a suivi la mode, mais il y a des compétences réelles, il y a des besoins réels des entreprises. Et souvent, on a honte. On se dit non, si je fais ce métier, garagiste et tout, est-ce que je vais gagner ma vie et tout ça. Donc, on a besoin de réparer nos voitures, on a besoin de les entretenir au quotidien. Non, ce que je pense, c'est qu'on a honte tant qu'on pense qu'il n'y a pas d'argent. Exactement. Donc, c'est de montrer des modèles de réussite. Exactement. Parce que, ça aussi, c'est un peu africain. Souvent, les gens qui réussissent, là, ils ne veulent pas trop en parler. Donc, on est vraiment en train de tout faire pour que des gens quand même qui réussissent bien dans ces métiers-là puissent d'abord prendre des jeunes aussi en apprentissage et qui puissent aussi vraiment communiquer. Là, par exemple, on va faire la 2e édition du Forum international des métiers et des compétences. Ça aussi, c'est à mettre, j'ai envie de dire, à mon actif. Tu as la 2e édition. Cette année, on va faire la 2e édition, exactement. On a voulu faire un forum justement pour réunir tous les acteurs de l'écosystème, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour d'abord créer cette synergie d'action entre nous, que toutes les structures se connaissent, toutes les structures
formation, emploi, voilà, tout cet écosystème-là, qu'on se mette vraiment ensemble, qu'on n'ait plus la langue de bois, parce que souvent, quand on est dans l'administration publique, quand on dénonce quelque chose qui ne va pas, on a le sentiment que c'est parce qu'on veut faire du mal, alors que ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est à rendre les choses efficaces. Et donc, en fait, avec un tel forum, d'abord, on contribue à changer la perception, Bien parce qu'on a sûr. décidé de le faire justement dans un endroit très, très bien, qui est le Palais des Congrès du Sofitel Ivoire. Tous les acteurs vraiment ont joué le jeu. Et le fait justement qu'ils aient cette plateforme-là qui n'est pas, j'ai envie de dire, super institutionnelle, ils arrivent quand même à poser les réels problèmes. Et j'espère qu'on va trouver ensemble des solutions. Justement, pour la première édition, on a fait un livre blanc qui fait un certain nombre de plaidoyers qui viennent aussi bien des jeunes eux-mêmes, parce que les jeunes étaient là, hein, ils étaient vraiment avec nous. Donc, poser des questions, leurs préoccupations. Exactement. Et c'est en cela qu'on voit que c'est vrai, les gens parlent de petits métiers, les gens ont honte. Mais les jeunes, ils ont envie de gagner leur vie. C'est tout. Ils ont envie de gagner leur vie. Donc, si on arrive vraiment à leur donner les compétences qu'il faut, à leur donner les informations aussi qu'il faut, moi, je suis persuadée que le changement de mentalité, il va s'opérer très vite. Et tu as touché un autre point aussi que j'aime beaucoup, la communication, mais mettre en avant des profils qui s'épanouissent dans ces métiers de la formation professionnelle, qui savent faire des choses de leurs mains, ou en tout cas de leur cerveau, les mettre en avant, avoir des modèles de réussite. C'est vrai qu'en général, on le voit dans d'autres secteurs, le monde de la finance et autres, mais dans ces métiers-là, peut-être une campagne de visibilité pour ces profils. Et je suis certaine que certains ont envie de dire, OK, moi, par exemple, je prends le père, paix à son âme, donc de la grande sœur Vanessa Cuyo, DG de Cuyo Pipeline. Exact. Elle a parlé de son père qui a appris le métier de soudeur. Qui est un métier qui est très bien payé. Très, très bien payé, qui est très demandé. Exact. Et on trouve difficilement des profils ici en local, mais qui a appris ce métier, qui a bâti une entreprise, une multinationale, qui a recruté, qui a formé aussi d'autres soudeurs. Mais la fierté pour ce métier, la fierté aussi pour son père. Et d'aujourd'hui, elle a des personnes, des soudeurs qui travaillent également avec elle. Mais peut-être qu'il n'y a pas cette visibilité de ces profils qui disent « Ok, moi, je suis soudeur, je travaille sur des plateformes pétrolières, moi, je suis plongeur, je suis scaphandrier ou autre et tout. » C'est les mettre en avant, en fait, pour que les jeunes puissent voir et dire « Ah, ils gagnent au moins 1 million, 2 millions par mois. » Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, je pense que le travail a commencé et l'AGFOP le fait bien. Et avec ce forum-là également, permettre aux jeunes de découvrir, de poser des questions. Et là, ce qu'on essaie de faire, pour la première édition, j'avoue qu'on a eu des ambassadeurs du FIMEC qui n'étaient pas forcément de la formation professionnelle, parce qu'en fait, on voulait aussi que les jeunes s'intéressent. C'est ça. Voilà, donc après, si on prend des jeunes qui ont réussi en tant que soudeur ou quoi, ce n'est pas des visages qu'ils connaissent. Connus, oui. Voilà, ce n'est pas des visages connus. Donc, on a fait exprès de prendre d'autres personnes, mais de plus en plus, en tout cas pour cette édition, on pense à prendre des personnes de la formation professionnelle qui sont, c'est vrai, connues, mais pendant le forum même, avoir justement des personnes qui viendront partager leur expérience, qui viendront montrer que, écoutez, grâce à leurs compétences aujourd'hui, voilà. Mais je l'ai dit tout de suite, ce qui intéresse, c'est l'argent. Si le gars qui est garagiste professionnel vient devant l'écran et dit « Ah oui, moi j'ai commencé comme ça, je suis garagiste professionnel, je gagne 1 million, 2 millions par mois, je répare 100 voitures chaque année ou ce genre de choses. » Le fait d'entendre « Ah, il gagne ça, il est garagiste. Ah, elle gagne ça, elle est coiffeuse. Ah, il gagne ça, il est soudeur. » J'espère qu'on aura Moaye, qu'on aura en tout cas toutes ces... Non, on veut vraiment essayer de faire changer de mentalité. Mais il faut aussi que, c'est vrai, on n'a pas suffisamment montré ces modèles-là, mais il faut aussi qu'on arrive à faire changer de mentalité à nos jeunes qui aiment trop la facilité. C'est ça aussi. Qui voient justement ces personnes qui ont réussi, mais qui pensent que ça s'est fait du jour au lendemain. Alors que, quel que soit le secteur d'activité, mais il faut travailler, il faut un minimum de temps, il faut de l'expérience, il faut laisser le temps au temps.
Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à le leur dire. Bon, ils ne nous croient pas trop quand on leur dit ça. Mais bon, je pense que quand on sera vraiment très nombreux à le faire, ils comprendront. Et du coup, quelles sont les relations de l'AGFOP, entre l'AGFOP et le patronat ivoirien? Alors, de plus en plus, je pense que les gens comprennent, comme je l'ai dit, notre rôle. Mais nous, c'est d'avoir un partenariat encore plus fort. Parce que, en fait, vous voyez que la mission première de cette cartographie des besoins en compétences, on ne peut pas la faire seule. Ouais. Donc, on l'a fait à partir de la demande des entreprises et c'est pour les entreprises. C'est vrai que c'est pour les jeunes parce qu'on va les former et les moins jeunes, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire qu'on ne peut rien faire sans le secteur privé. Donc, c'est vraiment une relation, c'est presque un mariage. Oui. Voilà. Et quand, une fois qu'on va, pour l'instant, je crois qu'on est un peu fiancés. Okay. Voilà ce que je vais dire. C'est déjà mais un bon là, début. maintenant, c'est déjà un bon début. Maintenant, c'est le mariage qu'on essaie de faire. Mais je pense qu'avec toute cette communication, avec toutes les actions que nous sommes en train de mener, je pense qu'ils réalisent effectivement. Ils ne savaient pas. Oui. Moi, ce matin, j'avais un petit déjeuner avec des personnes de la CGC. Elles ne savaient pas. Ah. Mais bon. Moi, j'avoue que ça m'étonne. Et pendant la CGCI Academy qui se tient chaque année depuis une dizaine d'années, l'AGFOP, est-ce que l'AGFOP a été associé à... Pas jusque-là. On a été invités parce que je connais quand même, c'est quand même des amis qui dirigent ces instances-là, mais pas en tant qu'AGFOP. Oui. Et j'espère, en tout cas ce que j'ai compris, surtout que je ne dévoile pas leur thème et tout ça, ils le feront, mais je pense que cette année, en tout cas j'espère qu'on sera associés, on sera vraiment partie prenante. Oui, il le faut. Il le faut parce que c'est vrai que c'est la mise en valeur des entrepreneurs, des champions nationaux. Exact. Et pour bâtir des champions nationaux, il faut des compétences nationales pointues, structurées dans les domaines de la formation technique et professionnelle. Parce que quand on est une productrice de poudre, de farine, de manioc, en beignets et autres, on a besoin de compétences locales, pratiques, professionnelles et techniques. Non, mais pour que la CGC même fonctionne, pour que ça marche, pour que tout ce qu'ils font comme projection se réalise, il faut que les gens soient formés. C'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. Pour moi, l'AGFOP, c'est normalement le partenaire privilégié de tout le monde. Oui. Mais encore faudrait-il que les gens le sachent. Donc, on essaye. Après, je pense que c'est pas évident pour moi, et peut-être qu'on parlera aussi de ce côté personnel. Est-ce que c'est par rapport à la tranche d'âge? On n'a pas cette habitude-là de se mettre en avant. On a le sentiment que ce qu'on fait, c'est normal, on est en train de faire notre boulot. Donc, est-ce qu'on a besoin de communiquer? Est-ce que ça ne pompe pas l'air aux gens? Comme je te disais tout à l'heure, ma mère pense que je pompe l'air aux gens avec l'AGFOP. C'est important d'en parler. Alors que c'est important d'en parler. Mais j'ai envie de dire d'abord quand on est une femme, quand on est dans ma tranche d'âge où justement on n'a pas eu cette habitude-là de communiquer. Moi, je vois aujourd'hui les plus jeunes, c'est naturel, c'est normal. Il faut montrer ce qu'on fait. Ah, mais bon, nous-mêmes, même là, assise là, je me demande encore, bon, j'ai bien fait ou pas? Oui, je pense moi, finalement par exemple, que oui. Tu m'apprends. Je ne savais pas tout ça de l'AGFOP. Je me posais des questions sur le rôle de l'AGFOP, alors que c'est une mine d'or en termes de formation des formateurs, d'ingénierie, donc de la formation de rédaction de curricula. Exactement. Pour la formation technique et professionnelle. Ça, on ne le sait pas, tout le travail qui est fait. Et c'est important pour les jeunes de se dire, et tous ceux qui sont en train de se former aujourd'hui, de se dire, ah, bientôt, par exemple, j'aurai DigiFOP, cette plateforme qui me permet d'avoir toute cette cartographie de métiers, de sous-métiers dans lesquels moi, je peux m'orienter ou dans lesquels je peux me réorienter, même si j'ai dépassé la quarantaine, par exemple. C'est important. C'est vrai. Donc, tu as tout mon soutien. Voilà. Je suis pas très à l'aise, mais voilà, je le fais. Et il faut prendre ton bâton de pèlerin et continuer à communiquer là-dessus parce que c'est très important. On a beaucoup de personnes qui sont dans ces secteurs d'activité qui ne communiquent pas alors que leur métier mérite d'être mis en valeur. En tout cas, bravo à l'AGFOP. Et je vais revenir sur un point avant de continuer. La formation professionnelle, c'est aussi un outil de paix. Et l'AGFOP
est intervenue donc dans les zones frontalières du Nord et auprès aussi d'anciens combattants. Comment on forme dans des contextes qui sont aussi sensibles? Écoute, on essaie de montrer justement comment dire ça? On montre un peu ce passeport-là, Oui. justement, écoutez, si vous avez les bonnes compétences, vous n'avez pas besoin d'aller tremper dans des vilaines choses. Exactement. On essaie de s'appuyer sur les valeurs, j'ai envie de dire, de nos villages, Bien de sûr. ces zones-là où justement il y a quand même des chefs de village, des chefs de communauté. Et parce que ce qui fait que les terroristes ou les djihadistes, comment on va dire ça, attirent un peu, ou comment on va dire Les ça, jeunes. oui, ces jeunes-là, c'est l'argent qu'ils mettent en avant, c'est une moto, c'est un peu d'argent. Du bétail. Voilà, c'est de leur dire, écoutez, c'est vrai, là, on peut vous donner peut-être quelques poissons, mais là, on veut vous apprendre justement à pêcher, et vous verrez que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y en a qui acceptent, il y en a qui commencent. Faut changer aussi les mentalités parce que, comme je l'ai dit, pour beaucoup de jeunes, ils veulent l'argent tout de suite. Il y en a qui se disent, qui commencent, mais qui ne terminent pas. Parce que, finalement, tel concours a marché. Ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'avec leur métier, ils auront beaucoup plus de revenus qu'en étant, voilà. Et donc, c'est vraiment beaucoup de sensibilisation et c'est surtout ensemble. Et donc, on leur montre qu'avec l'apprentissage d'un métier, ils pourront justement s'en sortir. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire et on le fait, comme je l'ai dit, vraiment pas seul. Avec les communautés. Là, par exemple, ce qu'on a pu faire dans les zones du Nord, c'était à l'initiative de l'agence justement Emploi Jeunes. Donc, on avait pu mettre nos efforts ensemble, ils avaient pu financer, nous, on avait pu apporter cette expertise-là pour la formation à ces métiers et justement veiller à ce que la qualité soit de mise. Quelles sont les perspectives de l'AGFOP pour... on est en 2026, hein. En plus, il y a le déploiement donc, du Programme national de développement 2026-2030. Il y a les très bonnes relations donc, avec l'Agence Emploi Jeunes et d'autres institutions. Avec le FDFP également. On a besoin exactement, aussi de leur argent. Le FDFP. Je sais donc que les dirigeants du FDFP vont regarder cet épisode également. On les salue. Donc, quelles sont les perspectives et les programmes aussi à venir pour ces jeunes qui veulent s'orienter dans la formation professionnelle et technique, ces formateurs aussi qui veulent délivrer ces formations, et pour ces écoles aussi, parce qu'on a vu beaucoup d'écoles de la formation technique et professionnelle se mettre en place. Il y a eu les lycées, différents lycées qui ont été mis en place et tout, par le ministère de la formation technique et professionnelle. Quelle est la place de l'AGFOP aussi dans tout ça pour les années à venir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on fait une nuance entre l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est séparé. C'est séparé. OK. Et justement, la formation professionnelle, en tout cas l'AGFOP, est plus sur le volet formation qualifiante. Qualifiante, OK. Et donc, pour l'enseignement technique qui appartient à un autre ministère aujourd'hui, c'est tout ce qui est justement formation diplômante, tout ce qui est CAP, on va dire baccalauréat technique et puis au-delà. Donc, le rôle de l'AGFOP, je pense qu'il y a quand même un lien. Comme je l'ai dit, quand on réalise ces cartographies des besoins en compétences, je veux dire, c'est pour tout le monde. Donc, ça peut servir justement aux établissements de la formation, enfin de l'enseignement technique. Nous, on va utiliser ces résultats pour écrire des programmes de formation qualifiante, mais eux, ils vont pouvoir écrire des programmes de formation diplômante. Ils vont savoir, et justement, aujourd'hui, on a du mal en termes quantitatifs, parce que je l'ai dit, hein, les entreprises elles-mêmes ont du mal à identifier leurs besoins en compétences. Donc, ça reste des études, on va dire, beaucoup plus qualitatives que quantitatives, mais l'objectif, c'est qu'on arrive à dimensionner vraiment de manière pointue le nombre de jeunes, le nombre, pardon, de places dont on a besoin dans tel secteur, tel autre. C'est vrai qu'il y a cette séparation-là, mais l'AGFOP, en fait, est le partenaire, comme j'ai dit, de tout le monde. Ce qu'on va avoir comme résultat va servir à l'enseignement technique, mais il va aller au-delà.
ça va servir à l'enseignement supérieur, ça va servir, je ne sais pas moi, À l'éducation au nationale, CPC. oui, par exemple. Ça va aussi. servir au CPC Mhm. qui s'occupe qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire pour attirer des investisseurs. Oui, Mais si on se rend compte qu'il y a des besoins dans tel domaine ou dans tel autre, justement, ils peuvent susciter justement la venue de tel investisseur dans tel secteur d'activité. Donc, pour nous, c'est vraiment l'AGFOP qui est un peu le c'est le partenaire. lion. C'est le Lion. le Lié, liant. voilà, le liant, Ok, d'accord. exactement. Bon, oui, moi j'ai envie de dire un peu le liant, un peu le catalyseur, Oui. un peu le partenaire de tout le monde, Oui. qui va justement aider chacun à mieux faire ce qu'il a à faire. Mhm. Je trouve que c'est vraiment comme ça que je veux le résumer. Avec ce qu'on va produire comme études, comme résultat, ça va bonifier les choses pour tout le monde. Exactement. Même les professionnels des secteurs, une fois qu'on professionnalise, mais c'est un plus pour eux. Mm. Quand on arrive à bien identifier les besoins aux compétences et qu'on propose des formations qui répondent réellement aux besoins, et c'est de la main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises qui elles-mêmes vont faire plus de profit. Pour les collectivités territoriales, quand on forme les jeunes dans les localités où ils sont, par rapport aux projets de développement qu'il y aura dans la région, donc aux besoins, aux compétences de la région. Donc, ça fait de la formation, ça fait de l'emploi pour les jeunes, et ça développe aussi les régions elles-mêmes. Donc, c'est vraiment... Moi, je vois vraiment la GFOP comme... peut-être qu'on va utiliser ce terme-là, le liant. Voilà. Le liant. Qui crée ce lien et qui Exactement. montre aussi que son expertise a des impacts positifs dans ces secteurs d'activité. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place justement un programme qu'on a appelé le programme national Passeport Compétences. Oui. Je l'ai dit pour que les jeunes comprennent que leur véritable passeport vers la réussite et vers une insertion professionnelle durable, c'est vraiment leurs compétences. Et puis surtout montrer, en fait, construire un programme de bout en bout. Mhm. Donc on prend une région, on prend un secteur d'activité, on identifie les besoins en compétences, on propose des programmes de formation, on veille à ce que les formations soient dispensées et que la qualité soit bonne et on accompagne à l'insertion. Mais tout ça avec des partenaires. Parce que comme je l'ai dit, on ne va pas former directement. C'est ça. Donc, on va contractualiser avec des établissements aussi bien publics que privés ou des cabinets privés. On va accompagner à l'insertion. On va travailler avec l'agence emploi jeune. On va travailler avec des structures de placement privées. C'est vraiment comment on arrive à tous travailler ensemble. Parce que à la fin de la journée, c'est le même objectif qu'on poursuit, mais chacun est... Je trouve que c'est quand même un peu dispersé. On fonctionne par silo. Oui. Comment on va arriver à mettre tous ces efforts-là ensemble pour que cette jeunesse-là soit la véritable richesse qu'on pense avoir. Et ce capital humain qu'on valorise. Ce capital humain. Et ce serait... Là, nous sommes déjà en train de parler avec d'autres pays africains. Ce serait dommage d'exporter ce programme-là. C'est-à-dire, c'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie que ça marche d'abord bien ici, parce que les autres comprennent. Et ils le demandent, les autres pays africains les le autres demandent. pays trouvent que c'est vraiment intéressant et ils ont envie de le faire. Bah, peut-être qu'on va démarrer. Non, on a démarré, mais on a démarré avec 3 fois rien. Donc moi, je me bats pour qu'on ait les ressources, comme je l'ai dit, suffisantes pour justement... parce que ça coûte cher aussi, la formation professionnelle coûte cher, entre les équipements, entre... les personnels et autres. Personnel. Là, pour ce passeport compétences-là, on n'avait pas grand-chose. Bon, on s'est serré la ceinture sur le budget de l'année dernière. Et on a pu réaliser une phase pilote, donc faire la cartographie, juste le volet cartographie des besoins en compétences dans la région du Sud Komoué, dans le district des Savanes, avec 3 régions, Bagoué, Tchologo et Poro, et la commune de Yopougon. OK. Voilà, qui a 2 zones industrielles. Et d'ailleurs, on va faire la restitution de ces études-là, je crois, le 18 juin. Le ministre a confirmé la date et on va vraiment inviter tout le monde pour montrer justement la pertinence de réaliser ces études-là, puisque justement, à partir de ces études, on pourra proposer des choses concrètes pour une meilleure employabilité des jeunes et une insertion professionnelle durable. On sera présent. Et
juste pour la partie du forum, parce que c'est important aussi de pouvoir inviter tous ces jeunes et mes très chers abonnés qui suivent donc ce podcast, chacun des épisodes, vous êtes toujours présents et toujours fidèles. Et je vous remercie pour cela. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire, à poser vos préoccupations en commentaire. Elle prendra le temps d'y répondre. Elle et ses équipes, bien sûr. Si vous voulez également participer au forum, on vous donnera toutes les infos sur le forum pour pouvoir y accéder. Et bien sûr, pour accéder au forum, c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. On a besoin de la présence de tous parce que nous, la façon de travailler à l'AGFOP, c'est la co-construction. Donc, on proposera ce qu'on fait, mais surtout, on écoutera, comme je l'ai dit, toutes les parties prenantes, en particulier les jeunes, parce qu'on propose des choses, mais est-ce que ça les intéresse? Dans certains endroits, on a vu que ils n'étaient pas très intéressés par tel métier ou tel autre parce qu'ils trouvaient que c'était trop pénible. Et puis finalement, ils ont raison. Aujourd'hui, avec toute la modernité, avec tous les outils numériques, avec les drones, aujourd'hui, l'agriculture, elle est plus censée être... voilà, enfin, c'est même pas que les drones, même les machines, voilà, pour labourer. Il y a des tracteurs pour le faire et tout. Mais et il faut les écouter. Je pense qu'on a des modèles. Et en plus, on n'a à rien inventé du tout. Tout ce que les gens peuvent demander existe déjà ailleurs. Et donc, c'est comment, en tant que cabinet d'ingénierie de l'État de Côte d'Ivoire, on va chercher tous ces éléments-là pour les mettre à la disposition de l'écosystème. Est-ce qu'on a une date pour le forum et un thème? Alors, une date pour le forum, nous sommes en train de manager notre ministre de tutelle pour qu'on puisse tenir le forum à la date du 15 juillet. Pourquoi le 15 juillet? Ça aussi, c'est une autre innovation qu'on a faite à la GFOP. Quand je suis arrivée, moi, j'ai vu que le 15 juillet, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes, qu'on n'avait jamais célébrée en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et donc, moi, je l'ai utilisé pour faire les journées portes ouvertes de la GFOP. Donc, on a eu une première édition en 2024, une deuxième l'année dernière. Et cette année, avec le changement institutionnel, le forum, l'année dernière, le FIMEC, on l'avait eu en février, mais là, c'était pas possible. Donc, on s'est dit que ce serait bien, mais on attend la validation de Monsieur le ministre, ce serait bien de faire ce forum-là le jour, justement, de la célébration de cette journée-là, que ce soit plus, justement, un événement, une journée où c'est que la GFOP qui fait un événement, et ça a toujours été ça, la vision, hein. C'est vrai qu'on a commencé par la GFOP, mais c'est comment on fait en sorte que cette journée mondiale des compétences des jeunes soit consacrée à tout l'écosystème et que ça aide à changer la perception sur les métiers de la formation professionnelle, qu'on puisse donner le maximum d'informations aux jeunes pour qu'ils puissent s'y intéresser, qu'ils se forment et surtout qu'ils comprennent qu'il n'y a rien d'autre que les compétences qui vont leur permettre de s'en sortir. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, 15 juillet, on espère que la journée mondiale des compétences des jeunes sera célébrée donc, en Côte d'Ivoire avec l'AGFOP et toutes les parties prenantes et à travers le Forum international des métiers et des compétences également. On espère que ça sera également à cette date. On espère. Et que voilà, vous pourrez venir, c'est ouvert, c'est gratuit. Venez poser des questions aux experts. Il y aura différents panels, des échanges, des stands, pourquoi pas également, pour pouvoir rencontrer des entreprises et proposer vos compétences ou bien venir aussi trouver des formations voilà, pour vous renforcer en fait. C'est ça. Et puis, leur donner aussi, leur faire profiter de masterclass dans certains, voilà. Avec des personnes qui ont déjà réussi dans les domaines de la formation technique et professionnelle. Puis les soft skills aussi, tout ça. Tout ce qui est leadership. Des choses vraiment intéressantes pour eux. C'est vrai qu'on y a la formation, mais comment on se comporte quand on travaille dans un garage? Comment on doit se comporter quand on travaille sur une plateforme pétrolière? Comment on doit se comporter quand on travaille dans un salon de coiffure? C'est des choses qui sont essentielles au-delà de la compétence. Par exemple. Oui. Partout. Exactement. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est des choses qui s'apprennent également. Qui est Karitia Koulibaly de Medeiros? Moi, j'aime bien dire que c'est une jeune femme ivoirienne. C'est vrai que je suis plus jeune. Parce tu es jeune. Voilà. Tu es jeune. Je suis jeune dans ma tête. On est jeune. Exactement. Donc, ivoirienne, qui aime la vie. Oui. Qui aime vraiment la vie, qui aime l'amour. Je
suis amoureuse de l'amour, Oh, mais qui c'est aime beau, le ça. travail Oui. aussi. Et tu Qui aime es jovial vraiment. aussi. Je Non? pense, oui. J'espère. Oui, je pense, moi j'aime beaucoup rire. J'aime Oui. bien. J'ai envie de dire, je n'aimais pas trop me prendre au sérieux, mais j'ai vu que quand on essaie de pas se prendre au sérieux, les gens en face te prennent pas au sérieux. Oui. Or, je suis quand même quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Exactement. Donc, cet aspect-là. Donc, j'essaie d'être jovial, mais tout en gardant quand même un peu de mesure. Mais vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime la vie, qui aime tout, en fait. Je pense que là, quand tu m'entends parler de formation professionnelle, bon, c'est comme si j'avais fait ça Oui, toute ma tu es vie. passionné en fait Mais par je suis ça. passionnée par tout. Si on me met ailleurs, ben, ce sera pareil parce que ben, c'est comme ça. Je suis peut-être de nature passionnée, voilà. Et donc, tu t'imaginais un jour à gérer une institution comme la GFOP? Tu t'es toujours vu dans le cadre du secteur public, dans l'administration, quand tu étais petite? Alors, est-ce que c'était dans l'administration publique? En tout cas, j'ai toujours voulu servir mon pays. Mhm. C'est vrai qu'on parle de montrer des modèles aux jeunes, mais mes premiers modèles, c'était mes parents. Ma mère est du secteur privé et pharmacienne. Ok. Et mon père, lui, ben, c'était un grand commis de l'État, grand fonctionnaire, ensuite président d'institution. Et puis, donc, c'était mon environnement immédiat. Donc, moi, depuis petit, je me disais, ah, je vais être économiste, comme mon père. Oui. Il se trouve que j'ai travaillé dans le privé, mais ça avait quand même un lien avec le développement du pays, de l'Afrique, l'AFD, Organisation interafricaine du café. Mais j'avoue que en 2011, donc 2010-2011, quand il y a eu cette crise vraiment très dure en Côte d'Ivoire, vraiment, je me suis dit non, vraiment, là, je veux vraiment travailler directement pour mon pays. Et je voulais pas travailler avec n'importe qui. Okay. Je voulais travailler avec M. Patrick Hachi, que je trouvais brillant. Oui. Parce que moi, je vous ai dit, j'aime le travail, oui. voilà, et l'excellence. Et donc, d'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui le connaissait. Donc, j'ai pensé, comme tous les jeunes de maintenant, là, qu'il suffisait d'un coup de fil. Oui, tel l'a appelé. Donc, oui, donc on m'a appelé, entretien avec... donc, j'arrive, bon, quand même, tailleur et tout. Et je pensais que c'était une formalité. Ouais. Mais le monsieur m'a malmené. Ah ouais. Ah non, mais pendant... Tu as posé des questions. Mais il m'a posé toutes les questions de la terre sur mon CV. Et moi, j'étais quelqu'un de très confiant. Je veux dire, j'ai fait de bonnes études. Voilà, tu viens d'Harvard. J'avais une bonne expérience. Ouais. Et je prends telle expérience. Il me dit telle expérience. Je dis, voilà, boum, il casse. Je prends ici, il casse. Je prends ici, il casse. À la fin, il me dit, bon, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous savez faire finalement? Ah ouais. Monsieur le ministre, finalement, je crois que je sais rien faire. Ah ouais. Je pense qu'il voulait me... Ça déstabilise. Ah, il m'a déstabilisé. Moi, j'ai pensé qu'il travaillerait jamais avec moi. Et j'ai été très surprise, en fait, d'être appelée. OK. Et combien de temps après? Bon, en tout cas, ça m'a rendu bien humble. Oui. Et donc, je veux conseiller aux jeunes d'être humbles. Et ça a fait aussi que, bon, dans tous les cas, moi, j'ai admiré déjà le monsieur. Donc, j'ai vraiment appris à ses côtés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des patrons auprès desquels j'ai vraiment appris. Bon, pas tous. Il y en a où c'était pas évident. Mais pour la plupart, j'ai eu des patrons qui étaient assez... comment dire ça? Est-ce qu'on va dire, voilà. Ouais. Qui transmettaient. Ouais. Qui transmettaient. Et vraiment, le Premier ministre, Hachi, c'était quelqu'un qui transmettait. Moi, j'étais quand même relativement jeune. Mais il transmettait même à des papas qui étaient d'un certain niveau, mais je voyais, il s'énervait pas, il expliquait, il réexpliquait. Alors que pour moi, en fait, à ce niveau-là, on n'est plus à expliquer quoi que ce soit. Les gens sont censés être des experts. Donc voilà, 2011, j'ai vraiment voulu travailler. Combien de temps après t'as appelé? Après t'avoir cassé? Je sais plus, mais moi, ça m'a paru une éternité. Ça, je peux vous dire que ça m'a paru une éternité. J'étais surprise même. Ouais. Oui, tu te disais parce que comme tu venais, tu avais fait des études à l'étranger. Non, j'avais travaillé ici déjà. Ça faisait déjà 10 ans. Ah, 10 ans, ok. Et j'étais même à l'AFD, j'étais au niveau de ProParco, donc le côté privé. Ouais. Mais le gars, il n'était pas dans ça. Ton CV était excellent. Mon CV était bon.
jusqu'à ce que je me retrouve devant lui en entretien. Bon, quelqu'un d'autre m'a dit que c'est comme ça, voilà. Donc, moi, j'avoue que j'avais jamais eu d'entretien comme ça, aussi musclé. Ah ouais. Mais comme je dis, ça te donne beaucoup d'humilité. Et puis, tu te dis, en réalité, tu as l'impression de savoir. Est-ce que je sais réellement? Voilà, est-ce que je sais réellement? Et donc, ça fait que tu es dans une posture de vraiment apprendre. Et puis, et même après, même quand il m'a apprise et tout ça, ça te fait avoir quand même une autre posture, parce que même quand tu penses que tu sais, tu te poses des questions. Peut-être que tu sais pas. Oui. Ouais. Peut-être que tu sais pas. Tu as fait ton baccalauréat en Côte d'Ivoire? Ici, en Côte d'Ivoire, au lycée Blaise Pascal. Okay. J'ai eu un baccalauréat A1, donc un peu de maths, pas un peu, beaucoup de maths, et puis de l'anglais, de la philo, voilà. Et juste après, tu es parti à l'étranger? Voilà. Juste après, je suis partie en France. Je parle pas beaucoup de cet épisode-là, mais il faut que j'en parle parce que je dis que j'ai eu ma maîtrise à Dauphine, ce qui est réel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mon DUG à Villetaneuse, qui est une faculté qui est pas du tout cotée. Ok. Bon, je pense que ça montre aussi mon trait de caractère. Et puis, je vous ai dit que j'étais amoureuse de l'amour. Oui. Donc, j'étais amoureuse, voilà, de mon copain de l'époque. Ça annonce déjà les couleurs. Et ma mère voulait que j'aille D'abord, moi, je voulais aller aux États-Unis. Oui. J'ai eu mon bac à 16 ans. Mes parents m'ont dit, Niette, tu es trop jeune, tu n'iras pas. J'étais fâchée à l'époque. Aujourd'hui, mon fils, il aura 18 ans. Je ne suis pas trop sûre de le laisser aller même en France. Exactement. Bon, on verra bien. Donc, je dis, bon, ok, je n'irai pas aux États-Unis. Et mes parents voulaient que j'aille au Canada. Et puis, mon copain de l'époque était en France. Je dis, je ne vais pas au Canada, je vais en France. Mes parents, ils sont assez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils te laissent faire ton expérience. Ok, tu vas aller en France, mais nous, on ne cherche rien du tout pour toi, tu te débrouilles. Tu vas te débrouiller, ouais. Donc, je me suis débrouillée, je suis allée trouver une fausse fac. Mais une fausse fac. Villetaneuse. En tout cas, Villetaneuse. C'est de quel côté de la France? Oh là là, c'est du côté... C'est à côté, j'ai envie de dire, peut-être entre Saint-Denis et Sarcelles. Ah, c'est à Paris, Île-de-France. Okay, c'est à Paris, Île-de-France. Je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'on avait de très, très bons professeurs qui enseignaient aussi bien à Sorbonne qu'ailleurs. Et c'est d'ailleurs là-bas, justement, que, en fait, c'était l'environnement. C'est la banlieue. Ok, d'accord. C'était, voilà. Et vraiment, je veux dire, tu viens de lycée français, c'est pas trop ça. C'est un décalage. Entre-temps, ça s'est arrêté avec le monsieur en question, le jeune homme en question. Ah ouais. Donc voilà. Chagrin. Chagrin d'amour, mais bon, qu'on a géré parce que tu ne pouvais pas perdre côté, on va dire, côté cœur et côté études. Et donc, étant à Villetaneuse, je voulais absolument partir de là-bas et c'est comme ça que je passe l'examen pour aller à Dauphine. Et donc, je fais ma licence et ma maîtrise à Dauphine. Donc, j'ai pas envie de mettre dans mon CV que j'ai été à Villetaneuse, mais j'y ai été. Mais je veux le partager avec les jeunes aussi pour dire que c'est pas une fatalité quand on se retrouve quelque part. C'est ça. On peut atterrir quelque part, mais on peut aussi se donner les moyens de changer les choses. Voilà, de changer d'itinéraire. D'itinéraire, voilà. Rien n'est linéaire. Il faut juste avoir un plan. Faut avoir des objectifs et puis après construire son plan. Après, ça peut être un peu plus long, ça peut être... Mais il faut tenir bon et puis essayer d'atteindre ses objectifs. Donc, je suis contente aujourd'hui. J'ai pas besoin de parler de Villetaneuse, même si, voilà, ça fait partie de mon parcours. Et je suis très heureuse d'avoir fait donc Dauphine. C'est un apprentissage. Et après Dauphine, où est-ce que tu es allée? Alors, après Dauphine, je veux faire Harvard. Ok. Harvard ou une autre Ivy League, parce que comme j'ai dit, j'ai toujours voulu l'excellence. Moi, j'ai toujours voulu être dans les meilleurs établissements, faire partie des meilleurs. Et je me suis dit, bon, d'abord, je voulais aller aux États-Unis comme mon père. Et puis, je me suis dit, je veux aller dans ces universités-là. Et ce que je constate, c'est que pour postuler, on te demande quand même l'expérience professionnelle. Ah oui. Ce que moi, je n'avais pas. C'est-à-dire que les 4 années que j'avais passées à la fac, université en France, vacances, pas Abidjan, Bamboula, voilà, pas de stage. Je ne voyais pas du tout l'utilité, l'importance. Et donc, du coup, quand j'ai vu que c'était quand même important, je suis rentrée, donc après ma maîtrise,
Je suis rentrée à Abidjan et là, j'ai fait 6 mois de stage. Ok, ça c'était en quelle En me année? disant, c'était 97. Ok. Je me suis dit, peut-être que ça va aider à compenser. Je vais faire 6 mois. Donc, j'ai fait 3 mois, je crois, à la BCAO, 3 mois Ecobank. Et puis, je pars aux États-Unis. Je fais 6 mois d'anglais à UPenn, l'université de Pennsylvanie. Et je prends tous les renseignements. Et puis, on me dit, écoute, vraiment, ceux qui vont pour les MBA, ce n'est pas des gens qui ont fait 6 mois de stage. C'est des gens qui ont travaillé même. Et puis, qui truc. Et moi, comme j'aime pas l'échec, je me suis dit, bon, je vais pas postuler directement et puis je vais être refusée. Et je voulais pas faire aussi une sous-fac. Dans ma tête, c'est pas que c'est des sous-fac, mais voilà. Tu démarres avec l'AFD en Côte d'Ivoire. Oui. Déjà, pourquoi l'AFD t'a intéressé comme choix professionnel? Alors, comme choix professionnel, je voulais travailler pour le développement de mon pays. Ça, par contre, j'étais sûre que quand j'allais finir mes études, j'allais rentrer travailler pour développer mon pays. Et donc, j'avais le choix entre plusieurs banques de développement. Je pouvais postuler à la BAD, à la Banque mondiale. Et puis, il se trouve que la Banque de développement de la France, c'est l'AFD. J'ai eu cette opportunité-là. Je me suis dit, pourquoi pas? Et en plus, ils voulaient tenter l'expérience avec moi. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, ils avaient des Ivoiriens, mais ce n'étaient pas des cadres. Ouais. Tous ceux qui étaient des cadres, c'était des Français qui venaient du siège. Ouais. Et là, je pense qu'ils étaient déjà en train de changer de politique. Et ils ont dit, bon, on va voir, on va tenter le coup avec elle. Et puis donc, c'était un contrat d'1 an. Et puis, malheureusement, on n'a pas pu concrétiser après l'année parce que malheureusement, en décembre 99, coup d'État. Oui. Tu te souviens? Donc, ouais. Et pas seulement le coup d'État, c'est que le pays rentre, on va dire, sous sanction puisqu'il ne peut même pas rembourser ses échéances de prêt. Donc, mais c'est eux qui me trouvent justement le travail chez Alstom, puisque quand je travaillais là-bas, je m'occupais du secteur électrique. C'est ça, électrique. C'est là-bas d'ailleurs que j'avais rencontré le Premier ministre Patrick Hachi, qui travaillait à l'époque au ministère de l'énergie. Et donc tu vas chez Alstom? Chez Alstom, en tant que chef de projet. On travaille aussi sur un projet. Là, je crois que la Côte d'Ivoire a recommencé à payer ses échéances, puisque c'est quand même un financement de l'AFD. Je travaille pour la réhabilitation du barrage de Buyo. Okay. Je suis basée à Abidjan, mais je fais des missions régulières à Buyo pour la centrale hydroélectrique. Donc, c'est un barrage. Et puis, je suis également la garantie de la centrale thermique d'Azito, parce qu'Alstom avait participé aussi à la construction. Donc, ça m'a formée. J'étais toute seule ici, dans le bureau. Mes patrons étaient pour Buyo à Grenoble et pour Azito, ils étaient à Berne, je pense, en Suisse, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça se passait bien. Et puis, 2003... Oui. On est juste après le coup d'État de 2002. 2002. C'est 2002 qu'il y a la rébellion. C'est ça. Mais on pousse parce qu'il y a encore quelques financements, donc on peut tenir. Mais 2003, ils sont obligés de laisser tomber, de fermer. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais me tourner vers une valeur sûre, qui est l'agriculture, puisque je me souviens quand on était plus petit, on disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et puis donc, je décide de travailler dans le cacao. Ok. Et puis, sauf que c'est aussi un moment où il y a la crise. Oui, la Kestab. Voilà, c'était à l'époque des FDPCC, FRC, tous les CC là, et ils décidaient. Donc, il y avait les producteurs, il y avait l'autorité de régulation, il y avait le fonds. Et ils ont décidé qu'ils allaient créer une structure qui allait commercialiser même le cacao, une structure publique. Ouais. Et donc là, moi, j'y vais, on met les procédures en place, je m'occupe de l'audit interne. Et puis, 1 an après, réforme du secteur, on est obligé de fermer la boîte. Et je pense que ça a été le début de la réforme. Et puis, c'est là qu'on est venu après à ce qu'ils ont appelé le conseil... Café Cacao. Voilà. Ils ont décidé, je pense, de tout fusionner en un. Donc, après ça, je rebondis
dans le café. C'est là que je travaille pour l'OIAC, qui est l'Organisation interafricaine du café, où on travaille pour 25 pays membres africains qui produisent du café. Et puis pendant 4 ans ou 5 ans, je suis un peu vieille. Hein. Je sais pas, je sais plus. C'est de 2000, je sais plus, c'est 2004 ou 2005 jusqu'en 2008 que je travaille là-bas. Et puis quand je tombe enceinte de mon fils, j'ai une grossesse qui est pas évidente, donc je suis obligée d'arrêter. Et puis donc je fais une pause. Et puis après, je pense que quand je reviens, je retourne encore à l'AFD. Ah, tu es retourné à l'AFD? Je suis retourné à l'AFD, mais plus du côté public, du côté Proparco. Ok, d'accord. Voilà. Proparco, ça c'est pour les privés. C'est pour le privé. Okay, c'est un peu comme la Banque mondiale, donc l'AFD, et puis la SFI, la Société financière internationale. Pour l'AFD, c'est Proparco qui représente, on va dire, qui est l'équivalent de la SFI. Quels sont les atouts qu'il faut, parce que tu as traversé différentes institutions publiques, privées. Quels sont les atouts qu'il faut avoir pour évoluer dans ce genre d'écosystème? Et surtout en tant que femme. Bon, moi, je crois déjà qu'il faut pouvoir s'adapter parce que c'est vraiment des milieux différents. Faut avoir cette humilité-là parce que parfois, tu rebondis au même niveau. Parfois, tu rétrogrades un peu parce qu'il y a des problèmes dans le pays, parce que tu ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. Donc ça aussi, il faut vraiment avoir un mindset fort parce que ce n'est pas évident. Hein. Moi, je me souviens qu'à une époque, là, j'ai sauté, hein, j'ai dit après l'OIAC, je suis retournée à l'AFD Proparco, mais ce que je ne dis pas entre-temps, c'est que ça ne se passe pas très bien avec le père de mon fils à l'époque. Et il gère tout. À la maison, il gère le loyer, il gère le personnel, on peut manger, tout ça. Je ne travaille pas. Hein. Mais il ne me donne pas d'argent de poche. Donc moi, je décide, OK, s'il pense que je vais lui demander... Tu n'as pas encore de travail, en fait. Je dis, bon, s'il croit qu'il va m'avoir comme ça, ben, il se trompe. C'est ce que j'accepte de faire. Un stage. Ah, tu as fait un stage? Stage. Avec les entreprises, les institutions? Avec tout ça là. C'est-à-dire que je pars à l'OIAC à l'époque, quand j'arrête en 2008, j'avais 2,5 millions de salaire. J'accepte de faire ce stage-là pour Africa Capital. Tellement je ne veux pas rester comme ça à la maison. À ne rien faire. C'est bien, je suis avec mon fils, mais je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas de revenus. Le gars, mais je trouve qu'il n'a pas été sympa quand même parce qu'il a vu mon CV. Il me dit que lui, vraiment, il ne peut rien me donner. Il ne peut me donner que 150 000. J'ai dit, OK. De 2 millions à 150 000. Ça. Ah ouais. J'ai fait ça. Et c'est marrant parce que c'est pour ça que je parle aussi d'un bon mindset parce que c'était aussi à l'époque à la poursuite du bonheur. Avec Will Smith. Et mon fils s'appelle Jaden. Oui, j'en ai pleuré. J'ai pleuré devant ce film. À plusieurs reprises, mais j'ai pleuré à chaque fois. Mais toi, tu vivais pas ça. Ah oui, tu étais dedans. Moi, je pleurais même parce que je vivais même ce que le papa vivait. Mais j'étais dans un stage. Je me disais, mais est-ce que je vais finir par m'en sortir? Et je me disais, mais il le faut. Parce que là, c'est un caprice qu'il est en train de faire. Mais s'il n'est plus là, comment tu fais? Oui. Donc, j'ai recommencé tout doucement, stage, 150 000, un peu. Après, j'ai transité par Atlantic Finance dans la SGI. Oui. Là, j'étais à 1 million, mais ça ne me plaisait pas trop. Bref, en tout cas, avant de revenir, j'ai envie de dire au niveau. Et comme je te dis, en fait, je suis obligée d'accepter. Là, c'était vraiment l'extrême. Mais bon, il y avait aussi un peu d'orgueil. Et puis, il fallait aussi que... ça n'a pas été plus mal. Mais j'ai accepté, après quand j'ai eu du travail, comme je dis, c'était pas 2,5 millions. C'était 1 million. Après, j'ai eu 1,4 million. Après, j'ai eu 1,5 million. C'était progressif. Avant de revenir à 3 millions et puis après de dépasser. Donc, je dis, il faut que tu acceptes. Le Premier ministre l'a dit, hein, pour monter. Il faut descendre. Ah, moi, je suis descendu. Hein. Ah ouais, j'imagine la pression psychologique. Parce que on est des femmes... avec des postes de responsabilité, de dirigeantes.
Il y a ce leadership qu'il faut incarner, mais on a un double métier. En même temps, on est mère de famille, on est parents. Et on a cet aspect à gérer. On a également cet aspect humain, émotionnel aussi à gérer. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, il y a ce qui se passe au travail, mais il y a également tout ce qui se passe aussi à la maison qui réjaillit dans notre environnement de travail aussi. Et c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression que tu gères, toi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que... j'ai envie de dire femme qui est en train de gérer un goumin. Ouais. Et moi, en plus, ça a été une période où mon père aussi est tombé gravement malade. Ah, oula. Ça a été une période aussi où mon frère a fait un AVC. Oula. Non, c'était tout en même temps. Hein. Wow. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout ça est derrière. Voilà. Donc, faut, comme je dis, en fait, il faut avoir un mindset fort parce que surtout, j'ai envie de dire, pour moi, qui ai eu une vie assez facile, on va dire. On peut dire que tu viens d'une famille aisée. Oui, non seulement aisée, mais j'avais pas de challenge. De difficulté. C'est vrai, il y a eu une période difficile quand même. J'ai perdu ma petite sœur en 89, je pense. Okay. Décembre 89. J'avais 13 ans, c'était difficile. Mais tu vois, quand tu es enfant, tu gères. Oui. Et donc, quand on est enfant... Tout ce que les parents attendent de nous, c'est qu'on travaille bien à l'école. Dieu merci, moi, j'avais pas de problème. Donc, tout se passait bien, comme tu dis. On manquait de rien, tout était bien. Jusqu'à ce que j'arrive à cette période compliquée où tu as des maladies de parents, de frères. C'est comme si, en fait, tout s'écroule, en fait. On te met Je t'ai plus de boulot, tout d'un coup. Tout d'un coup. Et tu as un enfant, en fait. Et tu as un bébé, donc tu peux même pas te laisser aller, en fait. Tu peux pas te laisser aller parce que tu te dis, mais le pauvre, lui, il a rien demandé. Oui. Hein. Donc, il a besoin de toi. Voilà, il faut gérer. Il faut gérer. Et d'ailleurs, je pense qu'il est, il est assez autonome parce qu'il était obligé, le pauvre. Ouais. Même ses jeux, d'abord, je savais même pas comment brancher ces trucs. Ouais. Donc, tout petit, lui-même, il a dû... je pense que Dieu... Il a géré l'enfant là pour moi parce que c'était vraiment beaucoup de choses en même temps et comme je dis, même si c'était un stage, mais je sortais le matin, je revenais le soir. Oui. Et bon, Dieu merci, à cette époque-là aussi, j'avais envie de dire une bonne nounou parce que pour pouvoir aussi faire tout ça, partir la tête tranquille au travail. Partir la tête tranquille. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait eu tout ça parce que sincèrement, si moi je n'avais pas vécu ça, j'aurais pas su même que la vie était peut-être difficile, en fait. Parce que tu as vécu dans un cocon. Tout était tellement facile, tout était tellement easy. Et puis, cette période-là m'a fait peut-être revenir sur Terre. Ouais. Parce que là, j'ai dû vraiment, j'ai envie de dire, tout reconstruire. Tout reconstruire. Moi, je ne savais même pas comment on faisait des papiers, tellement il y avait des gens qui faisaient ça pour moi ou machin. Alors que là, il fallait te débrouiller toute seule, en fait. Te débrouiller toute seule. C'est comme si, en fait, toutes les classes que tu n'avais pas faites, peut-être, mais bon, c'était pas de ma faute. J'ai fait de bonnes études, j'ai eu de bonnes opportunités, donc c'est pas comme si j'avais triché non plus. Ça. Mais en tout cas, c'est comme si, en fait, je sais pas, tout s'était écroulé puis qu'il fallait tout reconstruire. Aujourd'hui, après coup, c'était dur, c'était une période difficile. Mais aujourd'hui, après coup, je me dis, mais finalement, c'est très bien qu'il y ait eu ça et que j'ai su justement le surmonter parce qu'aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Ouais. Je me dis, mais au pire des cas, je peux encore repartir vers un stage où je peux reconstruire, en fait. Tu n'as pas peur de réessayer. J'ai pas peur de réessayer parce que je sais comment ça marche. Ouais. Bon, j'ai peut-être plus autant de force à l'époque. Bon, j'espère, voilà, Dieu, je dis pas ça pour que je veux vraiment plus revivre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait que je n'ai pas peur. Bon, ça aussi, le revers de la médaille, c'est que ça fait aussi peut-être que je suis un peu plus dure avec les gens. Parce que je me dis, mais non, mais tu peux pas, bats-toi, en fait. Mais non, en fait, si tu veux, tu peux. Parce que, voilà. Et surtout aussi, dans une période où tu es dans ce genre de difficultés,
Et vu l'environnement d'où tu viens, tu as forcément aussi la pression sociale des personnes qui sont toujours à au même niveau, Oui. qui n'ont pas baissé de niveau et qui te Non. regardent en fait. Et toi, tu vis ces difficultés et ces personnes autour de toi te regardent et se posent des questions. Elle se pose des questions, tu as un peu honte, tu as ce regard des autres. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas parce que, comme je dis, c'est pas logique en fait. Oui. Tu te dis, mais j'ai tous ces diplômes, j'ai toute cette expérience, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis aussi, par rapport à l'aspect, j'ai envie de dire, du père de mon fils, et que tout le monde avait mis sa bouche dedans. Oui, et c'est moi, toujours comme ça, oui. Moi, je dis, moi, c'est mon choix. Quand ça marche pas Ouais. et qu'il y a tout ça, moi, je me souviens, j'ai une copine, je sais même pas si elle s'en souvient, j'étais allée la voir, pourquoi? Est-ce que j'étais pas allée lui donner mon CV? Elle m'a dit, hé, ma chérie, tu as vu, à cause de cette histoire-là avec le gars-là, tu as gâché ta vie. Waouh. Ah ouais. Je me suis dit, mais j'ai peu... En fait, à chaque fois que les gens te disent aussi des choses comme ça te bouge. Je me suis dit, mais moi, je ne peux jamais gâcher ma vie à cause de lui. Et donc, ça te donne aussi un peu plus de force. Tu sais pas très bien comment tu vas faire, hein, C'est ça. mais tu te dis, mais il faut faire. Mais il faut faire. Je vais m'en sortir. Ah, je vais m'en sortir. Ah là là, vraiment, c'était à la poursuite du bonheur. Ah oui. Tu étais dans les maillons, comme on dit ici en Côte Ah, d'Ivoire. c'était chaud. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Et je me souviens, même pour avoir le boulot, la Proparco, c'était 1,4 million. Je n'étais pas encore à mon niveau là, hein, Oui. mais c'était Koh-Lanta. J'ai fait 11 étapes d'entretien. 11 étapes d'entretien. Dans 3 mois. Une étape même, c'est stressant. 11 Et étapes. tu deviens parano. Moi, je me dis, mais il ne faut même pas que les gens sachent. Parce que peut-être que si les gens savent, ils vont gâter. Tu deviens autre chose. Hein, parce Attends, que quand tu te dis que ton 11 affaire étapes n'est pas d'entretien, simple. c'est-à-dire que c'est un entretien chaque 2 mois ou 1 mois ou je ne sais pas. Tu fais un premier entretien. Après, on dit on fait un test d'anglais. Après, on dit on fait un test psychotechnique. Après, on dit que telle personne vous prend en entretien, on vous met en situation. Après, mais à la fin de la journée, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas le seul endroit. Parce que moi, j'étais concentrée sur ça. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il vaut mieux le laisser puis chercher ailleurs, c'est trop compliqué. Moi, j'avais pensé que, étant une ancienne, justement, de l'AFD, ça passerait crème. Facile, mais non, c'est jamais simple. Et je l'apprends à mes dépens. Mais c'est bien parce que si je savais, j'aurais pas postulé. Mais comme je dis encore une fois, ça fait que, en fait, ça te construit. Ça te construit et puis tu te dis... Donc moi, quand je vois ces jeunes-là, je leur dis, écoutez, ce n'est pas parce que on vient d'une famille aisée que tout est facile. Ouais. Il ne faut pas voir des gens et puis se dire, ils n'ont aucun mérite, voilà. Non. Il y a des gens qui viennent de familles aisées, mais qui n'ont pas réussi ce qu'on a réussi. Hein, donc, c'est pas non plus... Faut pas le croire. Et je pense que si on vient souvent, la d'une famille... facilité aussi peut être un désavantage. On se dit que tout est simple, tout est facile. Bon, peut-être. Peut-être, mais... Parce qu'il y a quand même des efforts à fournir aussi. Il y a des efforts à fournir. Après, peut-être que le milieu duquel tu viens, s'il est privilégié, il peut un réseau, t'ouvrir, voilà, des bien portes. sûr. Mais après, si tu n'as pas les compétences qu'il faut, si tu n'as pas le mindset qu'il faut, si tu ne mets pas les efforts, la discipline, la rigueur qu'il faut, ben, ça ne marche pas. Tu ne peux pas te maintenir, tu ne maintiens pas la porte ouverte, en fait. Comment tu as pris la décision? Tu as, en tout cas, appris ou pris la décision quand tu as su que tu as été donc, nommée au poste de directrice générale de l'AGFOP? Ah, j'étais contente. J'étais contente, même si moi aussi, je me posais des questions sur l'AGFOP. Comment l'information t'est parvenue? On t'a dit, on t'informe que bientôt, tu vas diriger l'AGFOP. Oui, on ne m'a pas dit que ce serait l'AGFOP. Okay. Mais on m'a dit que j'allais diriger une structure. D'accord. Et donc, moi, je me posais 1001 questions. Bon, j'espérais que ce soit aussi d'autres structures. Et puis, en même temps, bon, il y a toujours ce côté-là où tu ne veux pas être déçu. Je me suis dit, écoute, peu importe ce que ce sera, fais comme tu as toujours fait. Tu feras bien, tu feras du mieux que tu pourras et puis on verra. Mais j'avoue que quand je suis arrivée à l'AGFOP, j'étais très contente, j'étais heureuse d'avoir cette nomination. Je me suis dit, le président a confiance en moi.
je vais pouvoir vraiment réaliser des choses. J'étais contente de travailler justement avec le ministre Nguessan Kofi que je voyais. Moi, j'aime l'excellence. Hein. Moi, j'aime... c'est un bosseur aussi. Voilà, c'est un bosseur, donc j'étais contente. Je me suis dit, mais ce sera super, machin. Et puis, mais je savais pas que c'était quand même compliqué, comme je l'ai dit, que l'émission n'était pas très bien sûre, et du public, et des gens même de l'AGFOP, qui avaient quand même des challenges et tout ça. Et c'est comme je t'ai raconté un petit peu mon parcours, je suis habituée à retrousser les manches, donc j'ai juste retroussé les manches avec les équipes. Ils n'étaient pas contents, mais on restait jusqu'à pas d'heure. Mais ils ne pouvaient pas se plaindre parce que moi-même, j'étais avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont quand même contents. On n'a pas encore atteint ce qu'on veut exactement, mais je pense qu'on est sur le chemin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être contents aussi de voir toutes les réformes que tu as pu apporter au sein de cette institution actuellement. Oui, je pense, j'espère. Même si, pour certains, on se demande s'il n'y avait pas du sabotage. Je ne sais pas si c'est du sabotage ou c'était du découragement. Moi, il y en a un qui m'a clairement dit, écoutez, madame, vous êtes ma 5e directrice ou je ne sais pas. Je ne crois pas que vous réussirez. Je dis, vous vous trompez, regardez-moi. Comment on réagit quand un collaborateur Moi, j'adore les challenges. Ouais, les challenges. Bon, lui, c'est pas qu'il est trop petit dans mon système même. Ah ouais, il te dit ça comme ça, hein? Oui, il a dit, mais il était sincère, hein. Il croyait vraiment pas. Même tout ce qu'on a fait là, c'était dans tellement d'adversité. Moi, aujourd'hui, je suis très fière de moi. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Quand tu es dans un environnement un peu hostile et machin, et que tu attends que ce soit les gens qui te récompensent ou qui te félicitent, ça risque de jamais arriver. Hein. Donc, moi, je sais me célébrer. Oui. Quand je fais des petits pas, que je sais que j'ai avancé, je me célèbre. Sinon, tu peux pas. Oui. Surtout quand tu es dans un environnement aussi hostile. Et moi, je suis contente de tout ce qu'on a pu créer comme passeport compétences, comme Digifop, comme le FIMEC, comme les journées portes ouvertes, découvrir le 15 juillet, tout ça. Moi, je suis contente. Je suis contente que les entreprises comprennent que l'AGFOP, c'est un outil pour elles, que les jeunes aussi s'y intéressent, que les collectivités voient qu'on peut les aider aussi à se développer, surtout pour le développement des compétences dont elles ont aujourd'hui la charge. Donc, moi, je suis vraiment déjà satisfaite. Je ne suis pas encore à 100% satisfaite parce que... Tu aimes l'excellence. Voilà. Mais je pense qu'on est sur le chemin. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Caritia qui a son bac et qui est là-bas en ce moment, qui se pose des questions, je vais aller aux États-Unis, moi je veux pas aller en France et tout. Qu'est-ce que tu lui dirais toi aujourd'hui en ce moment, Caritia de Medeiros? Quelle phrase tu pourrais lui dire pour l'encourager? Honnêtement, je ne sais pas très bien ce que je lui dirais. Peut-être que je parlerais à la Caritia qui était dans les difficultés pour la rassurer. Parce qu'au moment où, justement, j'avais mon bac, moi, j'étais tellement insouciante, j'avais peur de rien. Le monde t'appartenait. Franchement, je croyais jusqu'à ce que j'ai des difficultés. Ouais. Aujourd'hui, après coup, c'est pas la Caritia du bac là que j'ai envie de parler parce qu'elle était zen. Ouais. Mais c'est à celle qui a traversé quelques moments délicats où je me suis dit mais peut-être que je m'en sortirai pas, peut-être que je pourrai pas, peut-être qu'effectivement j'ai gâché ma vie, peut-être que. Et puis tu perds confiance en toi parce que tu as suivi tes choix contre la volonté de tout le monde. Et donc après ça, quand tu ressors de là, oui, tu te mets sur le chemin, mais honnêtement, tu perds confiance en toi. Aujourd'hui, ce que je lui dirais, c'est tiens bon, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Continue tes efforts, persévère, parce que finalement, le travail, c'est vraiment ça, quoi. Le travail paye. Et si tu veux qu'on retienne de toi, en tout cas peut-être dans plusieurs années et tout, ton passage au sein de l'AGFOP, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Mais j'aimerais avoir réussi à repositionner l'AGFOP vraiment dans son rôle. Parce
que je crois que c'est vraiment un outil pertinent. Je crois que c'est un outil puissant qui peut vraiment aider à non seulement garantir la qualité de cette formation professionnelle-là, mais je suis persuadée aujourd'hui que le développement de notre pays ne va pas se faire par rapport à l'université. Oui. Je crois que c'est vraiment le secteur qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Donc, ce que j'aimerais, c'est repositionner vraiment l'AGEFOP dans son rôle, réussir vraiment à atteindre les résultats, justement, qu'elle est censée avoir, parce que ça va donner justement beaucoup de matière, j'ai envie de dire, à tout le reste de l'économie, de l'écosystème pour qu'on puisse avancer vers l'émergence. L'AGEFOP se tient à la disposition de tout l'écosystème. L'AGEFOP est à la disposition de tout l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à exploiter l'AGEFOP et surtout aussi à accompagner, à soutenir l'AGEFOP. Parce que c'est important d'exploiter, c'est vrai, mais il faut également soutenir. Donc, c'est les efforts communs qui vont permettre à l'AGEFOP de pouvoir réellement réaliser ce pourquoi elle a été mise en place, en fait. Et nous sommes à la disposition de tout le monde et nous sommes à l'écoute de tout le monde. Parce qu'il y a ce qu'on propose, il y a tout ce qu'on a proposé. C'est vrai, c'est pas mal, mais on ne sait pas tout. Oui. Et donc, s'il y en a qui ont justement des expériences qu'ils ont vécues ou qu'ils ont vu marcher ailleurs, on est preneur. Et d'autres qui travaillent dans différents secteurs d'activité, Exactement. qui veulent partager leur expérience Avec en tant que plaisir. formateurs, des dirigeants, des chefs d'entreprise ou bien des techniciens qui veulent Exact. apporter leur expertise, ils peuvent le faire avec l'AGEFOP. Ce sera avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Et un dernier mot pour ces jeunes. Je dirais jeunes, c'est vrai, mais toutes ces personnes qui sont qui ont besoin de recyclage ou bien qui sont à la croisée des chemins en termes d'orientation professionnelle, qui sont peut-être un peu perdus, je dirais, qui ont fait RHCOM, mais ils ont déposé leur CV partout, ça ne passe pas, qui ont fait BTS comptable, mais on ne peut pas prendre beaucoup de comptables aussi. Il y a l'IA qui arrive, les tâches s'automatisent et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer? Non, pour terminer, moi, je leur dirais qu'il faut savoir se réinventer, il faut savoir s'adapter aux situations dans lesquelles on est. C'est vrai qu'ils ont fait certaines études et qu'ils s'attendaient à travailler dans ce domaine d'activité-là, mais aujourd'hui, ils peuvent penser que c'est quelque chose de pas bien, mais c'est pas perdu. C'est des compétences qu'ils pourront rajouter aux nouvelles compétences qu'ils sont obligés d'apprendre aujourd'hui, puisqu'ils ne trouvent pas du travail dans leur domaine, j'ai envie de dire. Pour lesquels ils se sont formés. Pour lesquels ils se sont formés. Mais ils verront que quand ils auront les compétences pour les métiers pour lesquels on embauche aujourd'hui, ce qu'ils ont appris dans leurs différentes formations, ce sera un bonus pour eux. Oui. Donc, il ne faut pas qu'ils se découragent. Ce serait un petit peu, je vais reprendre l'expression du Premier ministre, c'est un peu descendre pour mieux monter. Et il faut accepter de le faire. Et je pense que s'ils ne connaissent pas de personnes qui l'ont fait, c'est peut-être que les personnes n'ont pas voulu partager ça avec eux, mais je pense qu'en général, on le fait tous à un moment donné de notre vie. On recule, ça se dit même, reculer pour mieux sauter. Exactement. Et souvent, c'est mieux. C'est très important. Il ne faut pas avoir honte d'essayer d'apprendre, de se former, de reculer, de prendre du temps, d'améliorer ses compétences, de s'adapter, d'être agile surtout. Et d'être agile, mais de s'adapter à toutes les situations. Et puis d'être ouvert d'esprit. Ça, c'est très important. Pour développer d'autres compétences et des soft skills. Et vraiment pour terminer, si quelqu'un veut retrouver cette cartographie des compétences, cette cartographie des métiers, où est-ce qu'on peut trouver cette cartographie aujourd'hui? Alors, pour la cartographie des besoins en compétences qu'on a réalisées, pour le moment, nous n'avons pas encore rendu les études publiques. On va faire la restitution le 18 juin. Et à partir de là, on pourra rendre ces études-là publiques.
sur notre site, sur nos différentes pages. On hésite, hein, on ne sait pas est-ce que ce sera gratuit ou est-ce qu'on va faire payer, comme on a besoin de ressources. Non, mais je pense qu'on va vraiment les mettre. Une partie un peu gratuite quand même voilà. Pour les jeunes. Non, mais surtout si on a les ressources. Bien sûr. Voilà, ouais, c'est notre travail, ouais. C'est notre métier, donc je pense que ce sera gratuit. Mais pour les jeunes, par rapport au métier, par rapport aux compétences, nous sommes en train de finaliser la plateforme Digifop. Oui. Et justement, je pense que là-bas, ils pourront avoir toutes les informations pour s'informer, pour s'orienter et se former en ligne. En tout cas, c'est ça notre objectif. Et moi, je vous tiendrai informé dès que ces plateformes, en tout cas la plateforme Digifop sera disponible en ligne. Exact. Vous serez informé. Également, lorsque la cartographie des métiers, des compétences sera restituée, des besoins compétences sera présentée officiellement, vous serez également informé pour pouvoir la découvrir et pourquoi pas la partager autour de vous. On en a besoin. Et l'AGFOP fait ce travail. Donc, moi, je vous partagerai le lien du site web de l'AGFOP pour retrouver toutes les informations des formations actuelles. Également, toute la géolocalisation des différents bureaux voilà, de l'AGFOP à l'intérieur du pays également. Et si vous voulez proposer vos compétences à l'AGFOP, vous aurez également les contacts. Mais je pense que pour avoir des informations, ils peuvent déjà faire le 1606. 1606, ok, d'accord. Le 1606, vous appelez, c'est 24 heures sur 24 ou bien c'est censé être 24 heures sur 24, donc c'est un test. Okay, je verrai si c'est 24 heures sur 24. Appelez au maximum, testez à toute heure pour voir si ça fonctionne bien. 1606, pour poser vos questions et puis avoir des informations. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. De même. Merci pour ce partage. Merci. Merci également pour toutes les expériences que tu nous as présentées et surtout pour ton humilité, pour ta gentillesse et pour ta vision aussi. Merci. Pour la passion, parce que franchement, tu es passionné par ce que tu fais au sein de l'AGFOP, par cette transformation que tu es en train d'opérer au sein de l'AGFOP. Et moi, j'admire ça énormément. Merci. Bravo. On est là pour t'accompagner et on espère que vous allez exploiter l'AGFOP comme il se doit. Et bien sûr, les entreprises, le secteur privé, le patronat également, l'AGFOP a besoin de vous. C'est leur outil. Exactement. C'est votre outil. Utilisez-le. Merci infiniment. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.